Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision. C'est pratiquement jour de fête à Yaoundé et au Cameroun ce lundi avec le retour en début d'après-midi des Lions indomptables du Cameroun avec le trophée continental remporté hier au Maroc face à la sélection du Malawi. 3-0, une victoire historique, première victoire, première couronne pour l'équipe nationale de football féminin, célébrée comme cela se doit dans les rues de Yaoundé le long du cortège qui conduit les Lions vers l'hôtel Montfébé, la base de ce soir, en attendant le programme officiel relatif à la suite de leur présence au Cameroun et peut-être la présentation officielle à la plus haute autorité de notre pays de ce trophée. Là encore, on n'a pas un programme précis, pas de nouvelles précises sur quand pourrait avoir lieu cette présentation de trophée au président de la République. Toujours est-il qu'on a vu des Yaoundéens massivement mobilisés le long de ce trajet, le long cependant ce convoi pour dire leur fierté, leur joie face à cet exploit réalisé par l'équipe nationale du Cameroun. On va en parler en mise en bouche et surtout au sortir de la revue de presse tout à l'heure parce que même la presse a été euphorique autour de cette victoire de l'équipe nationale du Cameroun. Accueillons d'abord nos invités, les premiers qui sont installés, qui ont réussi à se frayer un chemin. C'était pas évident avec ce convoi et cette grosse mobilisation autour des Lions indomptables du Cameroun. Maître Paul Roger Youk, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes co-discutants, à vos millions de téléspectateurs à travers le monde entier. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être sur ce plateau et je pense qu'on va passer des moments très agréables et on sera à la hauteur, n'est-ce pas, des attentes des téléspectateurs. On aura donc deux moments sur ce plateau. Le premier moment le plus heureux relatif à cette victoire et puis on aura le second temps qui sera un peu triste avec cet accident de la circulation en fin de semaine dernière qui a fait 16 morts, une quarantaine de blessés sur le tronçon Yaoundé-Bafoussam avec une question qu'on posera à nos invités, qu'on posera également à ceux qui nous regardent et qui peuvent répondre à travers le code qui est inscrit au bas de l'écran. Finalement, qui faut-il sanctionner face à la récurrence des accidents de la circulation mortelle dans notre pays? On répondra en seconde partie de ce programme. Jean de Dieu et Vouna, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous et surtout au Grand Soir, qui est vraiment le Grand Soir. D'accord. C'est un jour de fête, visiblement. Vous avez Yaoundé en mouvement avec le retour de l'équipe nationale de football féminin. Oui, c'est un jour de fête pour toute la nation, mais pas forcément comme d'habitude, parce que vous connaissez mes approches par rapport à la question du football qui divise aujourd'hui et donc pour moi pose un sérieux problème parce que le football est un instrument de gouvernance sociale. Le football sous le règne du chef de l'État, son excellence Paul Biya, a été érigé comme un idéal collectif commun qui pour moi me semble avoir été pris comme un modèle de contrat social pour lequel, autour duquel le chef de l'État a construit cette capacité à mobiliser, à rassembler les Camerounais, mais qui, ma foi, aujourd'hui, les victoires ne sont plus ni celles du renouveau, ni celles du Cameroun. Pourtant, j'ai vu de très belles images, une très grosse mobilisation des populations de Yaoundé et j'étais en train de commenter que je suis en train de voir là le vrai Cameroun qui n'est pas celui des réseaux sociaux, marqué par des divisions, marqué par les invectives, à n'en point finir. Vous savez, chacun va voir pour son camp. À l'époque, nous, on allait vers les stars du football, vers notre équipe nationale, parce qu'on parlait elle reflétait l'identité Cameroun. Elle reflétait l'unité nationale. Et il n'y avait pas de hibou, il n'y avait pas d'églisiens. Aujourd'hui, tout ce beau monde, quand ils font des commentaires, c'est en fonction de soit d'un camp, soit de l'autre. Et ce n'est plus... Une victoire ici sert à détruire l'autre camp. Une défaite là sert à viser l'autre camp. On ne va même plus célébrer ces enfants pour ce qu'ils sont. On va célébrer pour ce qu'on prétend. Tel dit que c'est tel qui les a fait, l'autre dit que c'est tel qui les a fait. Vous voyez, on colle l'image de l'équipe nationale aux individus au lieu de les coller
aux institutions de la République. Ça pose un sérieux problème. C'est pour cela que j'ai dit, j'ai fait un pamphlet hier que j'ai partagé dans les forums où je parlais de cette question qui divise, c'est-à-dire ça prouve que le divertissement ne peut pas être le socle sur lequel on peut bâtir un pays. Parce que ça finit toujours par se fragiliser. Parce qu'il repose sur quoi? Sur des émotions. Et c'est malheureusement, en ce moment, ce que nous voyons, comme je l'ai dit, que le pouvoir en place a érigé le football comme un modèle, un idéal collectif commun qui se fragilise aujourd'hui, qui se fracture, qui se fissure même, et qui est en voie de se disloquer parce que... Qui est devenu un danger pour le vivre ensemble. Pour le vivre ensemble. C'est-à-dire, ce n'est plus ce socle social qui était ce ciment de notre identité. L'équipe est stigmatisée et collée avec des étiquettes des individus, des personnalités, des personnages. Et nous pouvons voir ceux d'hier qui étaient des icônes, certains célébrés, d'autres méprisés, insultés et autres. Alors que ça pose un sérieux problème lorsque les mémoires sont bafouées. Lorsque le récit est... Le narratif et les récits sont clichés, avantageux pour certains il y a beaucoup et défavorables pour les autres. Des fois même venant à ceux qui sont supposés être des journalistes. Quelqu'un peut vous afficher la liste des meilleurs gardiens de l'histoire du Cameroun et il ne met pas bien Joseph Antoine. Justement, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous cessez d'être journaliste si vous faites ce genre de choses. Vous cessez d'être journaliste. Justement. Parce que ce n'est pas une affaire de sentiments. De sentiments. C'est la mémoire. Oui. Et une nation qui foule au pied ou qui cliche au niveau des mémoires pose un sérieux problème du narratif. Parce que la mémoire part de l'histoire. Et dans l'histoire, on ne peut pas exclure certains. Si dans ces mémoires, on exclut certains par sentiment ou par méfiance ou par rejet ou par clan, ça pose un sérieux problème de construction de l'identité nationale. Et moi je déplore, j'ai le cœur triste, bien que nous soyons dans... En fait, moi je reste lucide, hein. Il y a des émotions, on a gagné, mais c'est une victoire amère, parce qu'elle a adossé sur des individus et non sur l'identité et notre ciment national qu'est notre vivre ensemble. Alors pour cette histoire qui est parfois déformée, on tient à tirer un coup de chapeau à Bel Bilobert qui organise le 29 août prochain une conférence sur André-Marie Mbida, le devoir de ne pas oublier. C'est la thématique justement de cette conférence-là, parce que le nom André-Marie Mbida n'apparaît forcément pas comme cela se doit dans l'histoire du Cameroun. Oui, justement, quand je parle de mémoire, c'est encore là. En fait, au Cameroun, on n'a peur de rien. C'est-à-dire, on n'a même pas peur de... C'est-à-dire, on n'a même pas peur des morts. Quelqu'un qui vous a offert le drapeau, tous les symboles de la République, que vous utilisez jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'y a aucun jour, rien n'est dit sur lui. On a érigé d'autres en héros, mais lui, il a semblé être jeté à la poubelle de l'histoire. Ça pose un sérieux problème. Et c'est ça qui crée, où chaque communauté commence à fabriquer, à créer un narratif sur ses mémoires. Il y a donc une confrontation, une lutte de mémoire, alors qu'une nation devrait avoir une seule mémoire. Absolument. Ça pose un sérieux problème. Merci Jean de Dieu. Pour revenir rapidement à Maître, on a quand même vu Yaoundé debout pour accueillir les Lions indomptables du Cameroun, ce que j'ai pensé être le bon Yaoundé qui ne cherche pas les camps, mais qui se réjouit de l'exploit de l'équipe nationale du Cameroun, qui met en exergue cet exploit des filles. Oui, Jean-Jacques, je ne serais pas très d'accord avec mon copanéliste pour dire que c'est une victoire, mais une victoire amère. Peut-être qu'il a raison quelque part, parce que en fait, chacun regarde cette victoire à sa manière. Mais en réalité, nous pensons que là, le Cameroun est de retour, n'est-ce pas, à sa vraie place, même si c'est l'équipe féminine. Je pense que depuis un temps, quand je suivais les palmarès, il semble que c'était la 4e ou la 5e finale disputée. Et c'est la première victoire. La 4e. Voilà, la 4e. Et la première victoire pour nos Lions indomptables. Je crois qu'il faut ramener le sport là où il doit être. Et le sport ne peut pas revenir si le malaise social lui-même persiste. Parce que c'est là, vous direz parce que vous n'êtes pas d'accord avec le pasteur. Bon, oui, là, même chose. Là on se rencontre. Oui. Parce que le malaise social généralisé, c'est ça qui s'est répercuté, n'est-ce pas, au niveau du sport, où il y a eu des divisions,
où, comme il disait tout à l'heure, on ne peut plus célébrer, on ne peut plus être d'accord, n'est-ce pas, sur qui est leader, sur qui a fait quoi, sur le palmarès des uns et des autres. Comme vous avez pris un exemple tout à l'heure, on prend par exemple la liste des gardiens de but ou bien des meilleurs joueurs et des ballons d'or, et dans les réseaux sociaux, vous voyez des gens qui écrivent des choses qui sont vraiment regrettables. Donc c'est cette fragmentation-là, c'est cette division-là sur le plan social qui se sont retrouvés, n'est-ce pas, au niveau du sport. Il a parlé maintenant des Glésiens, des Hibou. Nous, je me rappelle, j'étais encore plus jeune, en 90, lorsque le Cameroun était à la Coupe du Monde. Vraiment, c'était comme un seul homme. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, Jean-Jacques, même les journalistes n'ont pas réussi à nous dire qu'est devenu finalement notre mallette qui se promenait entre deux villes. Ah, c'est en 94, la mallette. À 94. Voilà. Mais on avait vu, moi je me rappelle à l'époque, lorsqu'il fallait, n'est-ce pas, faire le coup de cœur, je crois que c'est comme ça qu'on avait appelé cela à l'époque. C'est même les mamans des marchés avaient cotisé 9 000 francs. Voilà. Même les élèves. Ma classe. Sa salle de classe. Même les élèves, les mamans au marché. Quand je compare cette époque, voilà, à l'époque d'aujourd'hui, voilà, vous comprenez que beaucoup de choses se sont passées. Il va falloir beaucoup de travail pour qu'on ramène le football camerounais là où il doit normalement être. Et moi je dis, j'ai l'habitude de dire que les défaites, parlons de l'équipe nationale des hommes du Cameroun, seront difficilement pardonnées, parce que dans la vie, lorsque vous atteignez un certain seuil, lorsque vous arrivez à un certain niveau, il y a des erreurs qu'on ne vous pardonnera presque plus jamais. Donc aujourd'hui, on voit les femmes qui ont fait ce qu'elles ont fait, bravo. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on a vu quand même une mobilisation. Ça m'a rappelé, n'est-ce pas, lorsque en 2017, le Lion revenait du Gabon. Ça m'a rappelé lorsque Rigaud est revenu 2000 et 2002. 2000 et 2002 avec la coupe, les jeeps militaires qui se promenaient par-ci avec nos joueuses dedans, avec la coupe et tout et tout. Mais on doit quand même sortir des jeeps militaires là. On doit savoir le bus. Voilà, le bus comme on le voit j'ai vu Madame Abena, la ministre est voilà. Et on lui passait son sac là, c'était pas facile d'accrocher, et puis c'est le gars de corps qui vient encore à serrer, et le protocole, c'était compliqué, il y a quand même eu au niveau organisationnel c'est une improvisation, et c'est lamentable. Pourquoi? Parce que je ne sais pas s'il n'y a pas des spécialistes dans le domaine du protocole, que ce soit la gendarmerie, que ce soit dans nos services de sécurité, c'est pratiquement le chaos. On ne peut pas approcher des stars, des autorités. On ne peut pas les laisser à la vindicte des populations comme ça. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Attends, nous n'avons pas cru. Même lorsqu'ils ont vu une équipe déjà en demi-finale, qualifiée en finale, il fallait quand même déjà penser, n'est-ce pas, à mettre un protocole sur pied qui soit à même, n'est-ce pas, de bien gérer la... C'était pas facile. J'ai vu la traversée de... Vous voyez, maman comme maman Abena. C'est-à-dire, elle a souffert au martyr. Sur tout ce trajet de Simalé jusqu'au Montpellier, tu vas dire militaire, ainsi de suite. C'est pas si elle a l'habitude de faire le sport, mais c'était l'occasion de faire le sport. Dans tous les cas, ils ont été héroïques. Les Lions indomptables du Cameroun, c'est une victoire historique, la toute première. Le Cameroun, pour le football féminin qui entre dans cette compétition en 98 à l'occasion des championnats africains de football féminin. En 2002, elles s'arrêtent, les Lions en demi-finale, et puis la première finale en 2004. Voilà, l'histoire se poursuit. 22 ans plus tard, les Lions indomptables sont championnes d'Afrique et la presse n'a pas loupé cette actualité. Romaric Doifeu, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir également à votre panel, brillamment constitué pour cet après-midi dans le cadre de cette première parution du Grand Soir. Permettez-moi d'adresser mes salutations à l'ensemble des téléspectateurs. Féliciter d'abord les Lions aussi. Bien sûr, on l'a déjà fait, on le fait assez depuis hier d'ailleurs. Qui suis-je pour ne pas adresser mes sincères félicitations aux Lions indomptables, Jean-Jacques Zé. Félicitations aux Lions indomptables, à l'encadrement technique, à l'encadrement administratif, à la fédération, au ministère, à l'État, qui a mis tous les moyens possibles, et au peuple camerounais, en espérant que la vraie victoire va être célébrée, celle de l'unité nationale autour de cette victoire. Tout à fait, Jean-Jacques. C'est également l'occasion, l'opportunité d'adresser les sincères félicitations non seulement au staff, mais aussi à l'État du Cameroun, qui a bien voulu briller par la mise en application
formidable. J'ai envie de parler ici du décret signé en 2014 par le président de la République, portant ici organisation, n'est-ce pas, du football camerounais. On a vu effectivement cette sérénité au sein de ce staff technique, chose qui n'existait pas autrefois. Pourquoi ne pas également dire que cela est à mettre à l'actif du Dr Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football, qui a également brillé par une certaine tempérance tout au long, n'est-ce pas, du processus. Je veux parler ici de la présence des Lions indomptables du côté du Maroc à Rabat. Il ne s'est pas infiltré comme il ne s'est pas infiltré. On a voulu lui faire un faux procès. Voilà, on a voulu faire un faux procès qui ne doit pas entrer. On l'a pas vu dans la carrière. Voilà. On a commencé à être suspicieux, tout était susceptible, ainsi de suite, que la sérénité revienne, que le président de la fédération soit investi pleinement de tous ses pouvoirs. Et moi, j'ai surtout admiré. Et qu'en retour, que l'État aussi ait tout son rôle et son droit de regard sur l'argent du peuple qui doit jouer sa partition. Totalement. Que ce soit un tam-tam et une guitare qui s'harmonisent. D'accord. Et moi, j'ai surtout noté qu'il a compris. Aujourd'hui, il s'est effacé. Tout à fait. Pour laisser les projecteurs sur les filles. Vous savez que, qu'on le veuille ou pas, ce n'est même pas de sa faute. Quand il est là, forcément, les projecteurs vont là où ils se trouvent. Absolument. Mais il a compris qu'il faut mettre ces filles en valeur. Il s'est effacé et on est en train de célébrer ces filles et cela n'enlève en rien le mérite qui revient également à Samuel Eto'o et à l'Africa Foot. Allons dans les kiosques. Nous sommes dans le kiosque finalement, Jean-Jacques Zé, avec cette grosse ou grande une justement choisie par le quotidien Info Matin de Dieudonné Vang, qui revient sur les Lions indomptables, championnes d'Afrique. Il s'agit justement de cette autre actualité malheureusement qui ont été repêchés au départ pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2026. Info Matin de Dieudonné Vang rappelle que la sélection nationale féminine senior de football du Cameroun réalise finalement un exploit après avoir obtenu leur qualification pour la Coupe du Monde 2027 au Brésil face au Nigeria en quart de finale. Le score qui avait séparé les deux pays, en but à 0. Les joueuses de la sélection de Valentine Guélé remportent également leur premier trophée continental en battant avec manière et surtout avec élégance ce 16 août au stade de Rabat, le Malawi justement en finale. C'est d'ailleurs un sacre qui a conduit le chef de l'État à travers un tweet à parler de ce récital bien exécuté, justement qualificatif repris par Cameroun Tribune qui revient en grande une avec ce titre magistral. Les Lions sont championnes d'Afrique. L'actualité est trouvée en page 2 et 3 justement de ce journal. Le journal Bleu d'Aman Mana revient effectivement sur championne. Les Lions indomptables ont largement dominé le Malawi, 3-0, c'était hier 16 août 2026 au complexe sportif Moulé Abdallah, un sacre historique pour une équipe d'ailleurs repêchée. Ça vaut justement la peine de faire ce rappel tel que le fait le jour d'Aman Mana en parution de ce jour. Le repère également revient sur ces Lions qui sont indomptables. Il rappelle d'ailleurs l'histoire après 3 échecs notamment en 2004, 2014 et même 2016. Les Camerounaises remportent finalement la médaille d'or de la Coupe d'Afrique des Nations en battant en finale disputée le 16 août à Rabat la sélection nord du Malawi, 3-0. Il y a donc de quoi soulever ou alors lever les verres de champagne. Ting Ting, c'est en tout cas le titre choisi par le Messager en kiosque, parlant justement de cette Coupe d'Afrique des Nations 2026. Le Messager qui a donc livré 8 pages de sa parution de ce matin à l'actualité justement consacrée à cette victoire des Lions indomptables du Cameroun. Et dans ces pages, on retrouve l'éditorial signé par Jean-François Chanong dans les colonnes du journal Le Messager en kiosque ce jour. La voix des jeunes également porte la voix de l'ensemble de ces jeunes qui étaient focalisés sur leur petit écran hier pour parler justement de cette autre félicitations adressées justement à l'endroit de ces Lions indomptables par les jeunes Camerounais. CAN féminine 2026, bravo les Lions. Ibrahim Iché en dit donc long sur la question et vient donc nous rappeler qu'elles repartent championnes d'Afrique après avoir battu le Malawi. C'était 3-0 hier dimanche du côté de Rabat. L'étudiant parle justement de cet autre bout du rêve finalement réalisé par les Lions indomptables qui sont championnes d'Afrique. Dans les colonnes du journal étudiant, le journal révèle d'ailleurs que ce titre apparaît aussi comme la concrétisation des réformes et même du travail engagé sous l'impulsion du président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto'o-Fils pour redonner ambition et compétitivité au football camerounais. Au-delà du trophée, cette victoire devrait donc inspirer une nouvelle génération des jeunes passionnés de football féminin à croire davantage en leur capacité à travailler et à rêver eux aussi justement des plus hauts sommets. Mutation parle de la pêche miraculeuse quant à cette victoire des Lions indomptables du Cameroun et sont
récente championne d'Afrique. L'info à chaud parle par contre des repêchées pêcheuses. Finalement, elles ont pêché ce poisson ou alors ce poisson d'or du côté de Rabat. C'était hier, les Lions indomptables du Cameroun qui remportent dans la CAN féminine 2026 du côté du Maroc. Champions, justement, le titre choisi par Disport. Lionesses heading to Yaoundé with a trophy. Il faut justement signaler qu'actuellement, les Lions indomptables du Cameroun se retrouvent donc à l'hôtel Mont-Fébé. Elles ont atterri à l'aéroport international Yaoundé Simalais. Il était 13h45 très exactement, accompagné donc du premier ministre chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État. Le convoi a bel et bien pourvu ou alors a permis à ce que les populations puissent être davantage au contact avec ces braves Lions indomptables. L'intégration parle de la revanche sur l'histoire, parlant justement du Cameroun qui s'offre finalement sa toute première Coupe d'Afrique des Nations, version féminine. Le Levant également de Jean-Jacques Zeu revient sur cette actualité. Coupe d'Afrique des Nations 2026. Les Lions offrent une première étoile à Samuel Eto'o, c'est donc la belle victoire des Lions indomptables, 3-0 face au Malawi. Au-delà de la couronne, marque dans l'histoire, celle de la première étoile continentale du Cameroun et celle du premier sacre de l'ère Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT. Il s'agit aussi de la victoire d'une organisation rigoureuse, d'ailleurs saluée par le président de la République, son Excellence Paul Biya, dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, sur sa page officielle Facebook. C'était donc hier, on l'a tous constaté, c'est l'actualité à retrouver en grande une du journal Le Levant. Et puis en petite une, on retrouve l'actualité relative à la déclaration mensongère avec Dieudonné Mveng qui abat donc le capitaine Effoudou, répondant aux déclarations de l'ex-capitaine au sujet de la paternité d'Info Télévision. Le président directeur général du groupe La Météo a donc démoli les propos du capitaine devenu influenceur. Info TV n'a jamais été la propriété du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongor, encore moins du ministre Philippe Mbargambois. Le capitaine Effoudou se fourvoie également lorsqu'il affirme que Info TV a été créé pour justement faire concurrence à Vision 4 de Jean-Pierre Amougou Belinga. Dans cette sortie vérité, Dieudonné Mveng rappelle l'histoire qu'aurait dû maîtriser un acteur des renseignements comme le capitaine Effoudou, son rôle dans la création de la chaîne d'un SAM ou même encore de l'ISAM, université appartenant à Jean-Pierre Amougou Belinga. Le chapitre consacré à Info TV et même à son promoteur dans la récente sortie du capitaine Effoudou est donc truffé de contre-vérités. Donc le but serait justement de nuire à un homme qui se bat au quotidien pour faire tourner les médias du groupe La Météo que sont Info Télévision, le quotidien Info Matin et surtout le tri hebdomadaire La Météo qui emploie pas moins de 200 jeunes Camerounais. Actualité justement à retrouver dans les colonnes du journal Le Levant en kiosque ce jour. La vitrine dans son édition spéciale s'attarde également à ces allégations mensongères. Dieudonné Mveng qui recadre dans le capitaine Effoudou. L'actualité est à retrouver en page 5 de ce journal. Lors de sa dernière sortie médiatique très courte, le capitaine Effoudou a donc déclaré à Mondovision que la chaîne de télévision d'Info TV était une propriété du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongor et du ministre Philippe Mbargambois. Faux, archi faux, réplique donc Dieudonné Mveng qui reste et demeure le seul et unique propriétaire de cette chaîne qui monte et qui monte encore. Affirmation justement à retrouver dans les colonnes du journal La Vitrine dans son édition spéciale de ce jour. Le Pélican également parle de cette diffamation et calomnie. Dieudonné Mveng qui rabat dans le caquet du capitaine Effoudou, attaqué par ce capitaine Dieudonné Mveng, le président directeur général du groupe La Météo, promoteur de la chaîne de télévision à capitaux privés Info TV, a battu en brèche les allégations du capitaine Effoudou, tant sur sa personne que sur la télévision Info TV, qui n'est ni la propriété du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongor, ni celle du ministre Philippe Mbargambois. Le patron de la télévision de proximité Pour le Vivre Ensemble affirme être le principal financier de cette entreprise audiovisuelle, qui est donc selon lui un véritable gouffre à sous. La nouvelle n'est pas restée justement silencieuse. Quant à cette autre actualité, en petite une, revient sur cette réplique cinglante contre Effoudou, parlant justement de ces allégations. Dieudonné Mveng qui a effectivement adressé une réplique importante, mais surtout empreinte de beaucoup d'humilité et même de sagesse au capitaine Effoudou. L'actualité traitée en page 2 et 4 du journal La Nouvelle dans sa parution de ce matin. Il revient justement en grande une pour parler de mort de Paul Biya avec ses visages de mauvais augures qui sont donc dévoilés en page 6 et 7 de ce journal. Le firmament, quant
à lui, a donc accepté, choisi de jeter son dévolu sur le directeur du cabinet civil, parlant donc de Vondo Ayolo Efoudou, le photomontage qui voulait donc fabriquer une proximité. Autre actualité justement, Jean-Jacques, si vous en avez convenance, on parle du tri-hebdomadaire La Météo, avec cet accident mortel de Nomalé, l'appui de Paul Biya aux blessés et familles endeuillées, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi qui était donc sur les lieux de ce drame. On parle d'ailleurs de 16 morts et donc 12 sur place, 4 décédés à l'hôpital. On parle également de 42 blessés. Le ministre Paul Atangandi était d'ailleurs au chevet de cela pour apporter non seulement le reconfort mais aussi la compassion du couple présidentiel. La prise en charge de ces soins gratuits a été annoncée justement par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi. Et puis Dieudonné Mvon, à travers le journal La Météo, le tri hebdomadaire, traite donc avec beaucoup dextérité cette actualité à page 3 dans sa parution de ce matin, l'équation qui reprend également Atangandi qui promet quant à cette actualité des véritables sanctions, mais des sanctions très fortes. En tout cas, c'est ce que nous dit ce journal. Le soir, le tri hebdomadaire parle du durcissement des mesures gouvernementales suite justement à la tragédie de Nomalé, faisant allusion ici au ministre des Transports, Jean-Enes Massena Ngale Bibehe. Le bilan humain est assez lourd. Jean-Jacques, je le disais, 16 morts, dont 12 sur place et 4 du côté de l'hôpital d'ici de Bafia, ainsi que 42 blessés. Et puis on sort avec le journal La Vitrine, parlant justement du sida, de la tuberculose et même du paludisme. Le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, qui est épinglé par un rapport d'audit du Fonds mondial. Le journal, effectivement, parle de ces mises en cause par la Chambre des comptes de la Cour suprême dans la gestion scandaleuse des fonds liés à la pandémie de la Covid-19. Revoici Manaouda Malachi, dos au mur, parce que incapable de justifier la disparition de 17 conteneurs expédiés par le Fonds mondial entre 2024 et 2025. Et puis, il aurait cautionné la vente des médicaments offerts au Cameroun sous forme de dons. C'est l'actualité justement traitée par ce journal dans sa parution de ce jour, Jean-Jacques. Voilà avec l'actualité qui nous permet justement de sortir de cette revue de presse pour la première sortie de la semaine. Merci Romaric Noifon. On se donne rendez-vous demain pour un autre parcours des kiosques pour nous proposer ce que la presse camerounaise a offert ou offre justement à découvrir et à lire relativement à l'actualité. Merci d'être passé par ici. Merci Jean-Jacques, bon débat à vous et à demain 17h. Allez, on a beaucoup parlé des Lions Indomptables, on va dire 1 ou 2 mois encore, selon ce que la presse a proposé. Mais on avait cette sortie du président Paul Biya à travers un tweet qui félicitait les Lions Indomptables du Cameroun après cette victoire. Paul Biya écrit donc sur ce tweet: félicitations à nos valeureuses, talentueuses et intrépides Lions Indomptables. Merci pour le magnifique trophée de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2026, remporté au terme d'un récital bien exécuté, écrit le président de la République. Vous verrez également dans la foulée une autre sortie, celle du président du Sénat, qui a également félicité les Lions Indomptables. Le président du Sénat dit que j'adresse mes plus vives et chaleureuses félicitations à nos Lions Indomptables, championnes d'Afrique, vainqueurs de la CAN féminine Maroc 2026, par votre bravoure, votre talent et votre détermination, vous avez hissé haut le drapeau de notre cher et beau pays, le Cameroun, que préside avec sagesse et dextérité notre premier sportif, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Cette victoire historique, éclatante, qui fait vibrer la nation tout entière, est le fruit d'un parcours élogieux et d'un encadrement rigoureux que je salue avec respect. Cette belle page de l'histoire du football que vous venez d'écrire en lettres d'or doit constituer pour le gouvernement et les instances compétentes une invite pressante à œuvrer davantage dans l'apaisement et l'unité pour l'accompagnement du football féminin dans notre pays. Chers Lions Indomptables, le Cameroun est fier de vous. C'est signé Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, le président du Sénat camerounais. On accueille Anissé Noah. Bonsoir, chers frères. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques, bonsoir à mes co-discutants. Je voudrais d'abord vous présenter mes plus plates excuses parce que, vu l'actualité du moment, après d'abord avant le passage des Lions Indomptables qui reviennent de Rabat avec la coupe, les routes ont été bloquées à certains endroits.
Et après ce passage-là, il y a, c'est-à-dire le flux des véhicules qui a été vraiment abondant. Comme ça, on a lâché les véhicules. Voilà, donc il y avait beaucoup d'embouteillages au centre-ville. Et parti du point où j'étais pour allier Info TV, ça n'a pas été évident. Donc je voulais vous présenter mes plus plates excuses. Le bon côté de cette affaire, c'est cette grosse mobilisation de la population camerounaise pour accueillir les lions héroïques. Oui, vous parlez du bon côté, effectivement, en évoquant la mobilisation des populations. Il faut dire de manière claire que les populations camerounaises attendaient depuis fort longtemps, je crois depuis 9 ans, ce sacre-là. Je crois le dernier trophée remporté par les Lions Indomptables date de 2017, donc je crois que nous sommes à 9 ans et le Camerounais attendait ce sacre-là. Et je crois qu'il arrive à point nommé avec l'actualité du moment, avec les problèmes que connaissent les Camerounais. Non sans dire que le sacre des Lions Indomptables va régler les problèmes des Camerounais, mais ça va permettre à ce que les Camerounais aient une certaine fierté de leur pays, parce que vous savez, le football c'est ce qu'on appelle un instrument mis en place par les pays et qui est à la disposition des acteurs des relations internationales. Donc je crois que le football peut également permettre à ce que la cohésion des peuples se fasse et la cohésion des populations. Cohésion des peuples et des populations, toutes nos félicitations aux Lions des Indomptables. On a vu que pratiquement la plupart des titres en kiosque ont salué cet exploit du Cameroun. Oui. Sans réserve, sans critique. On est resté dans la célébration. Oui, bien évidemment. Ce qu'il faut saluer avec emphase, c'est-à-dire cette communion du peuple. On a certes vu les discours dissonants jusqu'ici, mais on a quand même vu à Rabat les acteurs du football se saluer, les acteurs du football se parler. Ce qu'on n'avait plus vu depuis un certain nombre d'années. Je crois que le Premier ministre, chef du gouvernement, accompagné de l'équipe gouvernementale, et d'un autre côté, le président de la Fédération camerounaise de football, ont eu le temps de communier avec les Lions Indomptables. Et je crois que peut-être, on ne peut peut-être pas dire que les vieux démons nous ont quittés, mais on a l'impression que là, on est reparti sur les bonnes bases et cette victoire va nous apporter des jours, des lendemains meilleurs. D'accord, merci. Je lis 2 ou 3 messages avant qu'on entre pleinement sur la thématique qui nous rassemble ce soir, qui est un peu le côté triste de ces jours. Cet accident de la circulation qui a fauché la vie à plusieurs Camerounais. JGZ, salut. Comment la CRTV fait-elle pour nous servir des images de si mauvaise qualité? Déjà, je ne sais pas de quoi vous parlez. On n'a peut-être pas le même écran. Maintenant, il faut savoir que la CRTV fait un direct de l'aéroport jusqu'au Mont Fébé de façon ininterrompue. Sur le plan technologique, ce n'est pas un exercice facile. Il faut être indulgent là-dessus. Et vous avez vu le protocole qui a lâché, qui n'existait pratiquement pas. Il faut faufiler avec des caméras dans cette ambiance difficile-là. Vous avez vu que même le véhicule qui avait une caméra embarquée avait de la peine à se déplacer. On avait même peur au niveau de l'autoroute qu'on percute même encore soit la voiture, la CRTV, soit ces véhicules qui transportaient les Lions des Indomptables. Donc ce n'est pas évident dans ces conditions-là d'offrir une image de cinéma. On est en télévision et c'était de la télé-réalité. Ce qui s'est passé aujourd'hui, les images ne peuvent ne pas bouger dans ces conditions-là, mais c'est déjà bien et je suis sûr que vous avez regardé comment l'équipe s'est déplacée. Alors, sincères félicitations à nos Lions, au staff technique et administratif et enfin à la FECAFOOT. Merci Samuel Eto'o, c'est Simon Donkwaban qui envoie ce message là. On va peut-être lire un ou deux, je pense que ça concerne cette affaire. Alors, bonsoir grand frère, la vérité c'est que il n'y a pas de réussite dans l'indiscipline, ça c'est clair. Les fois où le Cameroun a remporté des trophées, il y avait un minimum de discipline, une équipe disciplinée, le résultat et la récompense. Monsieur Bala de Douala, même si à un moment donné, le Cameroun avait habitué à dire que c'est quand on est dos au mur. C'est un peu bizarre qu'on finit par gagner. On a fini par penser que c'était ça le Cameroun. Parce que même cette équipe-là, on nomme le staff technique à 2 mois, pratiquement de la compétition. Vous savez que les dégâts ne se font pas ressentir sitôt
Lorsque la future de la fondation commence, la toiture est encore là. Donc, tant qu'il y avait des futurs en bas, on croyait que non, tout allait bien, on gagnait. Mais maintenant que tout a explosé sur le visage et tout est connu de tout le monde, et peu partout dans le monde, nous sommes surpris de savoir que l'indiscipline ne paye pas. Encore que là, la victoire est venue couvrir. Si c'était la défaite, beaucoup de choses seraient remontées à la surface. Là, la victoire est venue quasiment, n'est-ce pas, balayer tout ce qui pouvait être comme critique. Un peu comme en 2017 aussi. Hein. Ah, en effet. La victoire nous a fait oublier les éléments de l'organisation. Je pense que cette victoire devrait interpeller, rassembler. Je parle là des gouvernants, je parle aussi des responsables techniques et même opérationnels au niveau de l'Africafoot. S'ils se réjouissent, s'ils restent dans l'émotion, je suis sûr que dans les prochains jours, nous n'allons pas jubiler, nous allons retomber dans... Il est important, Jean-Jacques l'a soulevé tout à l'heure, il est important que chacun reste à sa place et joue son rôle. Oui. Parce que c'est la victoire que les Lions ont remportée là. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a quand même laissé l'Africafoot travailler. Le ministère est resté dans son rôle. Et puis là, on a obtenu le résultat. Donc, il faut que chacun reste... L'environnement qui a aussi un peu été assaini. Hein. On n'a pas vu les gens qui montent, qui descendent. Du tout. Qui ne servent pas. Les chefs de délégation ici, voilà. les hôtels qui sont réservés à gauche, et on veut les installer là-bas, les influenceurs. Les deux camps ont mis un peu d'eau dans leur... parce que c'est plutôt bien. Au niveau de l'Africafoot aussi, Jean-Jacques l'a souligné, il fallait que le président de l'Africafoot revienne sur terre. Il était au ciel? Non, il croyait qu'il était encore sur le terrain. Moi, je pense que c'est bon. C'est tout ce qui se passe au Les critiques ne sont pas fondamentalement rejetées parce qu'on voit qu'il y a quand même de l'amélioration. Oui. Descartes, bonsoir. Bonsoir à tout le panel, bonsoir à Yann, bonsoir à tous les milliards et les millions d'abonnés d'Info TV. Je pensais te voir à bord d'un jeep militaire accompagner les Lions jusqu'au Mont-Fébé, non? Bon, si je n'ai pas pu, beaucoup de Camerounais l'ont fait. Voilà, et elles sont encore là. On ira tour à tour. Ouais. Nous, on a subi ça en 2000. Hein. J'étais jeune journaliste stagiaire. Arrivé à l'aéroport à 13h. On nous a dit que le vol allait atterrir à 16h, non 18h, non 20h, non 22h. Finalement, ça a mis et j'étais à l'aéroport. Les bars se sont créés de façon spontanée. Le poisson à la braise s'est installé, les groupes de danse sont arrivés. On a attendu parce que les gars avaient une médaille d'or olympique et ils venaient de faire un match formidable contre la France avec le retourné de Patrick Mboma. On les attendait et moi j'étais stagiaire de produire un reportage. Pas question de bouger. Alors j'ai pas réussi à faire une interview parce que quand un lion apparaissait, la foule happait. Et je voyais ce bon gars reparti, on transportait, Patrick Mboma a failli mourir, il a fallu qu'on le ramène encore à l'intérieur pour le protéger, parce que là aussi le protocole avait négligé l'affluence, c'était pas évident. J'ai pu attraper peut-être 35 secondes d'interview de Jérémy Titap, juste parce que j'ai joué au petit malin, j'ai parlé en langue maternelle. De sa mère, de Ngirimenduka, et puis il s'est arrêté brusquement, parce que c'est pas... à ce niveau-là qu'on entendrait une langue maternelle, on dit avec là-bas. Il dit grand frère. Pardon, juste quelque chose. Mais ça n'a pas pris une minute parce qu'après les gens l'ont remporté. C'était euphorique. Le véhicule qui m'a mené jusqu'à Yaoundé, je ne sais pas qui était le propriétaire. Et tout le monde chantait, tout le monde dansait, et personne m'a demandé qui j'étais. J'ai vu des gens marcher nus, totalement nus, sans caleçon, comme on dit au quartier, partir de l'avenue Kennedy jusqu'à l'aéroport pour aller accueillir l'équipe nationale du Cameroun, marcher à pied jusqu'au Mont-Fébé. On a barré, même les... Et c'était le Cameroun qui flottait. C'était le Cameroun, c'est merveilleux. Mais il faut qu'on revienne justement à ça, monsieur. Bonsoir Jean-Jacques Zé et à tout ton panel. La réussite de nos chaleureuses Lions indomptables et l'union sacrée autour de cette sélection en finale et après la victoire finale est due au fait que, contrairement à l'équipe nationale masculine, tout s'est fait dans les règles de l'art. Au cours de cette campagne, chacun a fait son travail.
tout son travail et rien que son travail. L'organe chargé de choisir l'encadrement technique, les lieux de stage l'a fait sans interférence. L'État a joué sa partition en apportant les fonds nécessaires. Les joueuses indisciplinées ont été écartées. Et puis le succès est au bout de cette organisation dite rigoureuse et qui a fonctionné. Bonsoir, salut à ton panel, s'il te plaît. Dis au monsieur qui trouve que la victoire est amère, que de sucer le bonbon alcoolisé, ça va aller. Il t'a dit pas que c'est la victoire en tant que telle. Vous avez lu au premier degré. Nous sommes contents pour cette victoire et je crois que Jean de Dieu est content également. Qui démontre à suffire que la discipline et la cohésion eussent été. Subjonctif. Parce que dans le plus là, il n'y a pas de l'autre. Par là et USSENT, vraiment. Eussent été la solution ultime pour cette victoire. Quand on laisse le football aux footballeurs, voilà ce que ça donne. Bonne soirée, Robert, depuis le Canada. Ah, vraiment, Robert. Faut pas que le grand Jacou le contamine au Canada. Bonsoir à vous sur le plateau et bon début de semaine dans la grâce du Tout-Puissant. Le monsieur au nom d'Oona qui avait dit à Mondo Vision sur un plateau là-bas sur notre chaîne que tant que Samuel Eto'o sera président de la FECAFOOT, on ne va rien gagner. Comment se porte-t-il? Très bien. C'est ce que nous très bien. C'est ce que nous reprochons. L'objet nous reprochons ici. C'est ce que nous ne voulons pas. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons qu'il y ait un pont entre les Camerounais, un pont qui construit la paix. Il ne faut pas continuer à invectiver sur des propos des gens. Nous sommes en train de fêter. Il faut laisser les polémiques. Et puis c'est utile d'avoir un peu d'opposition. Ça permet de travailler plus. Voilà. C'est tout ça, cette pression des gens qui ne sont pas d'accord. Vous travaillez dur pour arracher la raison. Et voilà. Sauf que là, les gens ne savent même pas être d'accord avec la victoire. Parce que j'ai vu le message du prof encore ce matin dans les réseaux sociaux. C'était. Non, les affaires des réseaux sociaux restent là, les réseaux sociaux. C'est pour ça que moi j'ai vu les Camerounais qui ne vous lisent pas. Ceux qui étaient mobilisés en Vongbila, ils n'écoutent pas, ils ne lisent pas vos choses là. Eux, ils sont Camerounais. Ils ont acheté leur drapeau. Les Beskinés n'ont même pas demandé un litre de carburant pour aller jusqu'à. Non, ils n'ont demandé à personne. Le RDP n'était pas là pour donner le carburant. Ils sont allés avec leur propre carburant. Ils se sont escorter l'équipe nationale du Cameroun. Voilà ces lions-là, ceux de la polémique et autres là. Bonsoir à vous en studio et vraiment bravo aux Lions. Beaucoup de félicitations au président Samuel Eto'o. C'est Fabrice, le meilleur morguier de l'Ouest. Qui a fait le classement? Qui me donne la le cabinet qui a fait le classement des meilleurs morguiers et Fabrice dit qu'il est le meilleur morguier de l'Ouest. La morgue là c'est laquelle Fabrice dit nous peut-être que c'est on va orienter les gens là-bas si c'est le on est là pour aller mourir. Pour faire quoi? Pour aller déposer les corps au lieu de les transporter dans les soutes des bus comme on a vu. Justement, c'est le sujet qui nous rassemble ce soir. C'est un peu triste. La victoire des Lions n'a pas éclipsé cette situation dramatique une fois de plus sur nos axes routiers. Le ministre des Transports a fait une sortie avec des sanctions, également des enquêtes qui vont se poursuivre pour établir exactement les responsabilités et sévir. La question qu'on pose ce soir, c'est des récurrences des accidents de la circulation. Qui faut-il sanctionner? Si on prend le dernier cas qui a fait 16 morts et une quarantaine de blessés. Jean-Jacques Zé, les accidents de circulation constituent un véritable fléau à travers le monde entier. Ce n'est pas seulement une spécialité du Cameroun, c'est dans le monde entier comme chaque jour on perd sur les routes des citoyens. Donc c'est un véritable fléau dans le monde entier et l'Organisation mondiale de la santé note que chaque année nous perdons 1 300 000 personnes dans le monde entier pour cause des accidents de la route. Alors, dans le même temps, cette organisation-là nous fait savoir que le facteur risque évolue,
c'est-à-dire d'une société à une autre, selon qu'on soit des pays du Nord ou du Sud. Quand je fais le classement pays du Nord ou du Sud, vous comprenez que le niveau du développement, le facteur de risque dépend du niveau du développement du pays dans lequel on se trouve. Maintenant, une fois que je l'ai dit, vous comprenez donc tout de suite que le statut socio-économique du pays dans lequel on se trouve est un facteur tributaire des accidents de la circulation. Et généralement, ce que nous observons, je vais répondre à votre question. Vous avez demandé le sujet. Voilà. Généralement, ce que nous observons des pouvoirs publics en pareille circonstance, quand on a un accident de la circulation, c'est le durcissement des politiques publiques. Or, dans un tel contexte, le durcissement des politiques publiques ne peut pas être la panacée ou alors la seule solution qui peut permettre à ce qu'on jugule cette crise-là. Il faut faire intervenir plusieurs acteurs de la société. Et là, je reviens donc à votre question. Puisque les accidents de la circulation concernent plusieurs acteurs de la société, c'est la raison pour laquelle plusieurs acteurs également devraient être concertés pour que des solutions arrivent. Alors, le premier acteur de la société, ou alors la première chaîne de responsabilité réside sur le gouvernement. Parce que, voyez-vous, c'est le gouvernement, ou alors ce sont les pouvoirs publics qui sont chargés de réguler la société. Ce sont les mêmes pouvoirs publics qui sont chargés qui veillent à la sécurité et à la citoyenneté même des populations. Jean-Jacques, si nous sommes sur ce plateau, et que nous avons des comportements qui ne cadrent pas avec le civisme, c'est vrai qu'on va interroger les familles dans lesquelles nous sortons, mais également on va interroger la société dans laquelle nous évoluons. Et quand je parle de la société dans laquelle nous évoluons, j'intègre là le paramètre pouvoir public. Donc je parlais donc là, le premier acteur qui devrait être indexé, ce sont les gouvernants. Les gouvernants qui sont donc le premier acteur, et au-delà des gouvernants, il y a également les acteurs concrètement aux gouvernants. Je voulais entrer en profondeur après avoir cité les acteurs, mais si vous voulez donc, allons-y. Les gouvernants, vous savez, les accidents de la route ont une corrélation forte avec l'état des routes que nous empruntons. Et vous savez mieux que moi que si les routes ne sont pas de bonne qualité dans un pays, alors le premier acteur que nous allons questionner, c'est le gouvernement. Donc, qui a la charge de faire les routes. Qui a la charge de faire les routes. Et au-delà des routes même, je parlais tout à l'heure des politiques publiques que nous mettons en place pour que les accidents de la route soient jugulés. Si on prend le cas de l'accident qui s'est produit sur la nationale numéro 4, sur la route Yaoundé-Bafoussam, on va se rendre compte que le bus mis en cause, ou alors le bus de transport mis en cause, n'avait pas un siège qui était identifiable et identifié. Alors cela pose un problème de suivi de l'action gouvernementale sur le terrain. Parce que voyez-vous, lorsque vous donnez un agrément à une entreprise de transport, vous devez vous assurer que cette entreprise de transport-là a un siège et une flotte, j'allais dire, des véhicules qui répondent aux normes standards. Donc, on ne peut pas, c'est pas moi, dire que le gouvernement n'a pas sa part de responsabilité. Au-delà donc du gouvernement, nous avons donc ces sociétés de transport-là. Ces sociétés de transport, parce que voyez-vous, c'est très facile de dire l'état des routes. Mais également, que ce ne sont pas que les sociétés de transport qui font des accidents mortels. Je suis d'accord avec vous, mais la plupart des cas que nous énumérons, ce sont les sociétés de transport. Et la plupart des morts que nous énumérons dans nos routes émanent des accidents des sociétés de transport. Et je voulais donc revenir sur le cas des sociétés de transport. Et là, je voulais dire qu'il va falloir que les sociétés de transport apprennent à écouter les usagers. Quand je parle des usagers, j'intègre également les transporteurs eux-mêmes. Parce que, voyez-vous, on va se rendre compte à un certain niveau que lorsque vous êtes conducteur dans une société de transport, votre rétribution est, j'allais dire, permettez-moi l'expression, votre rétribution est tributaire du nombre ou alors de la performance de l'entreprise. Et là, je suis d'accord. Voilà. Et là, je suis d'accord que la performance de l'entreprise doit être de mise. Mais en même temps, on doit penser à ce que nous transportons au quotidien. Vous allez voir dans certaines entreprises, on va vous dire, si vous faites 3 tours, bien 4 tours par jour, votre salaire peut avoir des... Vous êtes même élu meilleur employé. Vous êtes élu même meilleur employé. Mais que faisons-nous donc de la sécurité des passagers?
que faisons-nous c'est-à-dire des accidents qui peuvent émaner du fait que on aille à grande vitesse. Au-delà de cela, il faut prendre en compte les remarques qui sont faites ça et là par les citoyens qui empruntent ces agences de transport-là. Il m'est arrivé parfois de prendre la nationale numéro 1, c'est-à-dire la route Douala en allant vers le Grand Nord. Et j'étais à bord d'un bus. On n'est pas là-bas. Hein. Vous dites? La nationale numéro 1, c'est Nangai beaucoup. La nationale numéro 1, Nangai Boko, en allant vers Nangai Boko et en ressortant par Boam. Voilà. Et il m'est arrivé d'être à bord d'un bus. Et le conducteur de ce bus-là s'est permis de prendre des passagers en route. C'est-à-dire partant de Yaoundé, il s'est permis, en quittant l'agence, il s'est permis de s'arrêter, de prendre des passagers en route, alors que les sièges assis étaient déjà tous occupés. Il a mis les bancs. Voilà. Il a mis les bancs et parfois même des gens se sont mis debout. Et j'ai interpellé le conducteur et je lui ai fait savoir qu'il met nos vies en danger et qu'à l'arrivée, je devais me plaindre auprès des responsables de cette agence. Alors, il a fait la sourde oreille. Donc, je prends cet exemple-là pour vous faire savoir que les désirata et même les remarques des citoyens devraient être prises en compte lorsqu'il s'agit des agences de transport. Au-delà des agences de transport, vous faites bien de dire qu'il n'y a pas que les agences de transport qui commettent des accidents. Sur l'autre côté-là, faisons rapidement le tour d'abord. Le nombre d'accidents est assez élevé, même si on vous dit relativement à ces accidents que les causes humaines sont évoquées à pratiquement 80%. Il faut sanctionner qui? On a vu qu'il y a les retraits de permis, les retraits d'agrément. Finalement, qu'est-ce qu'il faut sanctionner, les gars? Et tout d'abord, mes condoléances aux familles qui sont touchées et à toute la République. Quand on perd un nombre de citoyens comme ça d'un coup, ça, je suppose que ça fait mal. Et vraiment, courage à toutes les familles qui sont endeuillées. Bon, les responsabilités sont dégagées, telles que le panéliste, mon frère l'a déjà dit. Il y a les responsabilités humaines, il y a celles qui sont dues au matériel, et maintenant celles qui sont dues au régulateur. Là, il a nommé l'État, le gouvernement. Maintenant, qui doit punir qui? Qui est d'abord capable de punir qui? Le gouvernement, lui, peut se saisir lui-même, c'est-à-dire sur ses pratiques usuelles, sur la rigueur qu'il emploie dans le contrôle, sur les éventuelles mauvaises pratiques qui peuvent laisser passer certaines choses. Parce qu'on va en arriver, il y a des capacités, surtout avec des véhicules qui roulent dans certains états, qui font certains trafics, qui exercent dans un domaine sans avoir l'autorisation, sans le faire en cachette, forcément quelque part, il y a quelqu'un qui devrait regarder mais qui ne regarde pas. Ou alors qui refuse de regarder, ou alors on peut trouver parfois des cas de corruption. Donc c'est là, à ce niveau-là que le régulateur, qui est l'État, devrait d'abord se saisir lui-même. Parce que comme la question est sur la sanction, personne ne va les sanctionner parce que l'État ne se sanctionne pas, mais l'État peut se saisir ou alors se ressaisir et vraiment savoir qu'il y a des domaines où il faut appliquer au maximum de rigueur possible. Ça touche les vies humaines de façon aussi, c'est-à-dire on ne souhaite pas perdre quelqu'un d'une certaine façon, mais cette façon-là, c'est douloureux. Maintenant, quand on... Mais cet état-là, au-delà des agréments et du contrôle sur l'état des véhicules, on a des permis même de conduire qui sont douteux. On a au téléphone. Ça interpelle encore le régulateur. Le régulateur est interpellé, doit se saisir à plusieurs niveaux. Même à ce niveau-là, les permis de conduire qu'on reçoit par WhatsApp ou bien par ceci, cela, après des OM, tout ça, ça revient à ce que j'ai dit, il y a forcément des cas de corruption. Mais alors, ce n'est pas tout. Il y a 70% d'accidents sont dus à l'irresponsabilité des chauffeurs. L'irresponsabilité des chauffeurs, parce qu'on a sur le route des chauffeurs qui, soit, il y a les civismes dans la conduite, soit ils savent faire conduire, et je ne peux dire pas que les chauffeurs ne savent pas conduire, mais ils prennent beaucoup de risques. Soit dans la recherche du gain, soit parce que on consomme ce qu'il ne faut pas consommer, parce que quand on doit conduire, soit parce qu'on ne se repose pas assez quand on doit conduire, tout ça. Il faut maintenant interpeller. C'est d'où là viennent les sanctions. Là, on ne peut pas sanctionner ceux qui sont les chauffeurs qui ont fait un mauvais dépassement, le chauffeur qui est dans l'état avancé quand au volant. On ne peut pas sanctionner le chauffeur qui était fatigué. Il faut bien qu'on sanctionne les agences. Les agences de voyage qui, comme l'a dit,
ne font aucun contrôle sur les chauffeurs et sur les engins. Le véhicule qui vous produit de l'argent, le chauffeur qui vous produit de l'argent mérite un certain traitement. Le traitement le meilleur possible. Puisque vous voyez, parfois on prend un véhicule, à vous deux avant qu'il ne démarre, la carrosserie nous laisse croire que ça va, on paye le ticket, mais quand on roule quelques kilomètres, on se rend compte que le véhicule est dans un état où on n'a pas besoin de visite technique pour savoir que ce véhicule ne va pas bien. On sent comment le chauffeur souffre quand il faut prendre la moindre pente. Pourquoi ne pas mettre en état les véhicules qui nous conduisent, mettre les conducteurs dans les bonnes conditions, c'est-à-dire quitte à ce que... Et puis quand on sait les dons que ces gens-là font, je trouve que c'est pas très honnête de souvent imposer ce traitement inhumain-là des chauffeurs. On sait combien de voyages, trois allers-retours de des centaines de kilomètres. Non. Pourquoi est-ce qu'un chauffeur doit produire 20 fois son salaire pour qu'il soit rémunéré? Non. Encore, je suis désolé, encore, s'il y a des syndicats et le ministère, j'interpelle encore le régulateur. Parce que vous savez, beaucoup d'hommes d'affaires ne font pas dans le social. Le capitalisme exige comme on veille absolument et de façon très fréquente sur les hommes d'affaires. Parce que le capitalisme a fait que nous avons des hommes d'affaires qui ne pensent qu'au gain avant toute autre chose. Puisqu'on sait qu'ils sont comme ça, puisque les sensibilités ne vont pas suffire, j'interpelle encore le régulateur pour mon premier jet de vraiment de veiller sur les agences, veiller sur les permis de conduire, veiller sur la route. Les gens se plaignent souvent du nombre de contrôles qu'il y a sur la route. S'il faut les mutuer, tant que c'est pour faire le bon travail, si c'est pour éviter les accidents, tant que c'est pour faire le bon travail, ce ne sont pas seulement des comptoirs. Je pense que si c'est pour faire le bon travail, c'est pour éviter les accidents, vaut mieux multiplier les contrôles et les rendre plus rigoureux. S'il vous plaît, monsieur, l'accident de Ndiki n'était pas un problème de route ni l'état de la voiture, mais la faute de deux chauffeurs, le chauffeur camion qui avait mal stationné et le chauffeur du bus et qui était en vitesse. L'axe Yaoundé-Bafoussam est l'une des routes les meilleures du Cameroun. Mes condoléances aux familles éprouvées. C'est Fabrice le morguier qui est du côté de Banganté. Là, il a raison, c'est pas la route. Je ne sais pas s'il a fait son enquête. C'est vrai qu'on dit... les éléments qui viennent... Ça ne peut pas ne pas être la route déjà. C'est sur une ligne droite. Non, là, c'est pas la route. Non, est stationné. Le camion, c'est là où obstruer la situation. Maître, allez-y. Oui, Jean-Jacques, ça ne peut pas ne pas être l'état de la route, on veut dire, l'état. Il y a d'abord un problème d'étroitesse de la route. On est à 3,5 mètres fois 2, pratiquement. Oui, Limite. Quand vous regardez le camion qui est stationné et qui portait, je crois, du bois, vous regardez le volume, n'est-ce pas, d'un bus. Vous ne pouvez pas penser que la route n'a rien à voir dans cet accident-là. Si vous prenez ces jours-ci, je suis allé constamment à l'audience à Bafia. Lorsque vous dépassez le péage d'un Komto, vous allez vous rendre compte qu'on a entamé un travail là pour essayer d'élargir la route. Ça veut dire déjà qu'ils ont compris que la route est étroite. Mais vous allez constater malheureusement, Jacques, que cette route-là, ces travaux-là, sont à l'arrêt depuis. C'est bon village. Voilà. Sont à l'arrêt. On n'a pas bloqué. On a donné 24 milliards. 24 milliards, plus ou moins. D'accord, c'est là un nombre de choses. C'est chez moi. Est-ce qu'on peut nous dire à quoi sert l'argent du péage routier? Le péage routier existe depuis 2013. Du fonds routier. Non, le péage routier d'abord. Pas le fonds routier. Le péage, les 500 qu'on paye là. Mais là, on a reçu le... Depuis 2013. Oui. Ça a été généralisé en 2018. Qu'est-ce que cet argent? À quoi est-ce que sert cet argent? Il est censé servir à l'autofinancement de l'entretien routier. C'est-à-dire la route doit payer, générer de l'argent pour payer ses propres travaux. Mais vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ce qui est fait. Vous avez certainement vu l'autre jour comment on bouchait les trous, les nids d'éléphants sur la route Boumiebel et Zeka. Voilà le genre de choses qu'on est en train de nous servir. Cet argent va où? Il sert à quoi? Dans d'autres pays, Jean-Jacques, j'ai souvent vu les routiers, des gendarmes là qui courent avec des motos. Dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, il y a des remorqueuses. Parce que, comme mon frère disait tout à l'heure,
un camion comme celui-là n'a même pas le droit de stationner là. La première chose, lorsque ce camion ne peut pas, n'est-ce pas, continuer son voyage, peut-être parce qu'il est en panne, c'est qu'on le débarrasse immédiatement de la chaussée. Et on avait appris qu'il y a certaines administrations qui avaient acquis des remorqueuses. Les remorqueuses. Pour débarrasser les... Aujourd'hui, ces remorqueuses-là ont totalement disparu de la circulation. La deuxième chose, l'état des véhicules. Ça, c'est un problème qui est toujours présent dans les accidents de circulation. Parce que vous savez, l'un des problèmes que nous avons eu, les gens ont pensé que c'était ce qu'il fallait faire. On ne peut pas donner la gestion de tout dans un pays au privé. Ce n'est pas possible. Le Cameroun est malheureusement passé de l'état-providence à l'état gendarme, mais cela ne suffit pas. Ça crée même plus de problèmes encore. Parce que lorsque vous vous rendez dans faites l'expérience, lorsque vous partez faire votre visite technique automobile, soyez vraiment attentifs, vous allez voir beaucoup de choses. Ces véhicules que vous voyez rouler, même dans notre cité capitale, il y a des véhicules qui roulent qui ne devraient pas rouler. Mais ils vont rouler, ils vont franchir, mon frère parlait tout à l'heure, toutes ces barrières. Des barrières. Mais ils savent comment ils passent les barrières. Moi, je suis arrivé à une barrière dernièrement. J'ai vu un véhicule, je ne sais pas comment il a fait pour traverser. Et quand moi je suis arrivé, on m'a arrêté. Moi, j'ai donné mon dossier, on a contrôlé, on a vu que tout était OK, j'ai continué. Mais le monsieur était devant moi. J'ai même essayé, c'est parce que je n'étais pas avec mon collaborateur. Je voulais un peu filmer pour envoyer même à Jean-Jacques, regarder un peu qu'est-ce qui se passe. Ces véhicules ne sont pas en bon état. Très souvent, ils ne sont pas en bon état. Et surtout qu'à la base, on ne limite même pas l'âge d'importation des véhicules. Chez des voisins, c'est déjà fait. Hein. Il y a un plafond. Nous, on a des véhicules de 30 ans, 40 ans de mise en circulation. Alors, on a beau durcir les conditions douanières, mais ça ne résout pas le problème. Ouais. L'autre chose, c'est la prévention routière. À quoi c'est la prévention routière? Je vais toujours prendre l'exemple de ce que j'ai vécu ces derniers temps. Vous allez trouver c'est-à-dire vous arrivez quelque part, vous trouvez une barrière, des gens en orange, là ils sont peut-être 20, et ils vous disent voilà, machin, tout ça là. Dès qu'ils se rendent compte que vous avez tout, votre dossier est au complet, vous avez tout dans votre malle arrière, vous disent que vraiment grand, le soleil dérange ici. Est-ce que vous allez nous laisser comme ça? La corruption ambiante. Ces gens-là ont été formés. Ils sont là pour faire quoi exactement? Pour contrôler quoi? Les infractions à la circulation routière. Lorsque vous allez vous rendre compte, vous êtes sur la route. Les gens sont plus pressés à ce que il y a une infraction, que vous passez un billet de 1000 francs ou de 5000 francs, au lieu de sanctionner comme cela se doit. Comment est-ce que les accidents peuvent finir? Et c'est des... Mon copaliste parlait maintenant d'une organisation. Moi, je vais parler de l'OIT. L'Organisation internationale du travail, chaque année, rappelle que la première ressource dans un État, c'est la ressource humaine. Si nous continuons à perdre des vies comme ça, chaque jour, dans notre pays, chaque jour, où est-ce que nous allons? Jean-Jacques, j'ai connu un monsieur, un responsable d'agence. L'agence vient encore, je ne vais peut-être pas donner le nom pour ne pas faire la pub. Ce monsieur était député, on peut le connaître. Un jour, j'ai voyagé dans son agence. Nous sommes arrivés, le chauffeur était tellement désagréable en route. Nous sommes arrivés, j'étais accompagné de 2 personnes, nous sommes allés le voir, ici à Yaoundé. Nous l'avons expliqué le problème. Je vous assure que ce monsieur a pris le problème à bras le corps et il a sanctionné ce chauffeur-là. Un autre jour, j'ai voyagé dans la même agence, on nous a embarqués sous le soleil. Il est sorti de son bureau, il a dit tu ne peux pas jouer avec ce qui constitue l'essentiel de mon entreprise. Il a retiré les clés au chauffeur que vous ne pouvez pas embarquer des passagers sous le soleil. Il y a combien de personnes font une histoire comme ça, c'est Buka Voyage, voilà. Autour de l'honorable Essam. Il y avait une histoire comme ça parce qu'il était présent, il veillait. Il n'y avait pas, même, il y avait des numéros affichés quand vous étiez à l'intérieur. Vous pouviez même appeler, étant encore en route, qu'on est avec le type qui nous transporte là, c'est un problème. Je voulais dire, Jean-Jacques, je voulais juste chuter en disant qu'il y a un numéro, il y a des numéros verts.
Quand il y a des numéros pour appeler la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, pourquoi le ministère des Transports ne peut pas peut-être mettre sur pied un numéro pour permettre aux usagers, comme mon frère le disait tout à l'heure, de dénoncer ce qui est vécu, n'est-ce pas, pendant le voyage? Pourquoi? D'accord, bonne question. Depuis un certain temps, on a entendu parler même des drones qui étaient mobilisés, des radars qui sont multipliés sur les axes routiers. Ils sont parfois cachés dans les airs, mais ils sont là. Mais on a l'impression que ça n'arrête pas la saignée. Il se passe quoi sur une route? Jean-Jacques, si vous voulez déployer toute la technologie chinoise, toute la technologie soviétique, nord-coréenne, iranienne et américaine, si ce que je vais exposer ne change pas, il n'y aura pas de résultat. Lorsque vous êtes... Parce qu'il faut poser un diagnostic. Et quand on parle déjà de diagnostic, ça veut dire qu'on fait référence à la maladie. Nous sommes dans une société où la norme et le respect de l'autre ne font plus peur à qui que ce soit. Les valeurs sociales, ça ne fait peur. La gabégie est une règle normale. Les crimes de tout genre et de tout ordre sont devenus des rituels. Lorsque vous êtes dans une société où l'incivisme et la discipline sèment l'effroi, c'est-à-dire, mon copanéliste a dit au chauffeur, ce que vous faites, c'est de l'incivisme. Il n'a pas réagi. C'est-à-dire, le noble citoyen n'est pas en droit de dire à l'autre que voici ce qui devrait être fait. Voici mon droit. Nous sommes face à une société dont la conscience collective est extrêmement endommagée. Donc les technologies sont utilisées par des ressources humaines et pas par des machines, pas par des robots. Et si la conscience collective est endommagée, ça veut dire que la société est malade. Elle est malade à partir de l'État, parce que c'est les mêmes ressources humaines. C'est-à-dire, c'est l'administrateur et le chauffeur. Ils peuvent être même père, même mère. C'est-à-dire, deux frères. Un est chauffeur et l'autre est administrateur au ministère du Transport. Si les deux ont une même mentalité endommagée, vous croyez quel est le résultat? Il faut donc diagnostiquer le mal. Et je le dis tous ces derniers temps que la société camerounaise est malade de manière collective. Il n'y a pas à pointer du doigt les gouvernants comme le peuple. Parce que nous parlons là, lorsqu'on parle de l'incivisme, lorsqu'on parle de l'indiscipline, ça part de haut en bas, c'est-à-dire c'est comme un circuit qui a été établi et qui renvoie des énergies de haut en bas, c'est-à-dire ça circule tout simplement. Or, il n'y a pas moyen de dire c'est à tel niveau qu'on doit sanctionner. C'est la conscience collective qu'on doit trouver un antidote. Parce que, et ceci est dû à quoi? Par un manque, nous avons un avocat, par un manque de construit juridique. Parce que dans une société, elle se construit à trois niveaux? Le construit économique, le construit politique et le construit juridique. Voilà les trois piliers de la construction d'un État-nation. Et au Cameroun, vous constaterez que le construit politique a quand même pris les libertés. Nous sommes là, nous parlons, ça rentre dans le construit politique. Les gens peuvent s'insulter, même si cela n'entre pas forcément dans le construit politique, mais on parle quand même de démocratie. Nous pouvons nous dire des choses en face. On peut concéder à ce régime, ce construit politique-là. Le construit économique, nous ne le sentons pas encore parce qu'il est le dernier levier. Mais tout développement économique doit reposer sur le construit juridique. Et lorsque je parle du construit juridique, je ne parle pas du pouvoir judiciaire qui punit. Mais je parle du pouvoir judiciaire qui punissait, mais qui normalise, qui régule, qui classe, qui construit, qui éduque. Parce qu'un pouvoir judiciaire qui n'éduque pas, ces populations ne maîtrisent pas les lois. C'est ça le problème. Et on va vous dire, nul n'est censé ignorer la loi. Vous l'avez éduqué quand? Le chinois, à partir de la maternelle, connaît déjà les passages de sa constitution. Permets-moi de te prendre juste une seconde pour dire que Jean-Jacques, c'est vrai, mais sauf que lorsque vous regardez en ville là, prenons les automobilistes ici en ville, à la poste là, ils arrivent là devant les feux rouges.
quand un automobiliste prend sur lui de continuer alors que le feu est rouge, est-ce que c'est parce qu'il ne sait pas que le feu rouge... Non, quand je parle de feu, c'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Vous prenez la chose par le milieu. Le construit juridique commence à inculquer une éducation juridique dès le bas âge. Vous pouvez me dire, à la CIL, quand nous étions à la CIL, tu pouvais citer un article de la Constitution. Non, laissez-moi continuer. Vous apprenez quelque chose. Oui, je parle d'éducation civique. Éducation civique, je parle. Les articles. Écoutez, regardez à gauche et à droite. Ça c'est l'incivisme. Je parle du construit juridique. On est d'accord, mais il y a quand même des. Quand quelqu'un grandit avec des règles de loi. On explique une règle de droit. Non, écoutez, c'est justement, on dit la ne vole pas. Donnons une culture juridique à partir du bas âge. C'est-à-dire, si vous volez, il n'y a pas que la prison. Non, il n'y a pas que la prison. Il faut bien prouver à l'autre que c'est d'abord mal de voler. Parce que lorsqu'on présente seulement la conséquence sans présenter le mal qu'on fait à l'autre, ça pose un sérieux problème. Alors, parce qu'il y a des gens qui disent quoi sur les accidents? C'est pour dire que les sanctions doivent commencer par le construit de nos juridiques. C'est-à-dire, nous n'avons pas un pouvoir judiciaire qui vous voyez comment vous avez parlé. Parce que quand tu voles, tu iras en prison. Ça veut dire que nous n'avons qu'un pouvoir judiciaire qui sait punir, qui ne sait pas éduquer, qui ne sait pas classer, qui ne sait... Quand je parle du construit, c'est l'éducation. Écoutez, quand on parle du pouvoir judiciaire, ça s'étend à la religion. Ouais. Parce que beaucoup d'entre la religion est la couleur. Écoutez, je vais vous dire, dans une nation, la religion emprunte la couleur des pouvoirs judiciaires et juridiques. Mais je vous dis, c'est l'inverse qui devait se faire. Écoutez, les choses vont donc ensemble. Ça veut dire que lorsqu'il y a des lois, et lorsque ces lois sont adaptées, la religion doit construire la morale. Oui, la religion doit construire la morale qui s'appuie sur le construit juridique. Si vous réussissez sur la morale, on aura moins de lois. Non, dans une nation, ce que je vous dis est clair. Ce que je vous dis, non. Ce que je vous dis est clair. C'est le construit juridique qui est la colonne vertébrale, qui est la colonne du temple d'une nation. Lorsque les lois sont seulement votées, promulguées et établies sans la justice. C'est la justice qui élève une nation, dit la Bible. À quel niveau elle intervient? La justice, si la Bible nous dit que c'est la justice qui élève une nation, il ne dit pas que c'est l'économie. D'accord. Il dit, ça veut dire que si les gens respectent les lois, voilà, si les gens respectent les lois, si les gens comprennent les lois, si les gens assimilent les lois, si les gens sont éduqués en fonction de ces lois, il n'y aura pas à sanctionner. Chacun saura par exemple que je dois voyager, je dois me reposer. D'abord pour mon bien, pour le bien de mon prochain. Moi, je suis là où je ne suis pas d'accord, c'est que les gens n'ignorent pas la loi. Les gens violent la loi volontairement. Moi, je vais parler d'un exemple. De l'argent. Oui, ça comme un fléau. Moi, je vais parler d'un exemple ici parce que j'étais dans on risque de vacher la notion de bien pour soi et tout. Moi, j'étais dans mon village le week-end. Je trouvais un jeune qui avait sa camionnette, juste quelques secondes, il avait sa camionnette. Il arrive, il conduit la route qui va à Maka, qui n'est pas très bonne, qui est étroite, qui n'est pas goudronnée. Et il y avait une cérémonie où il y avait même des personnalités, y compris des ministres. J'étais convié à cette cérémonie-là, sauf que je suis parti un peu plus tôt parce que j'avais une réunion de famille à la maison. Mais je trouve quelqu'un qui a le disque d'embrayage à lâcher. Et il a laissé la voiture au milieu de la route. Il a commencé à réparer ça là. Et heureusement que moi je suis arrivé en premier. Je lui ai dit, mon frère, il y a tellement de monde là-bas derrière. Mais tu as le disque qui a lâché. Voilà les gars du village. Prenez-les et vous poussez le véhicule, vous mettez de côté. Et là-bas tu peux commencer à réfléchir comment tu vas arranger. Est-ce que vous allez me dire que ce monsieur-là ne savait pas que là où il est en train d'arranger. Je dis que je suis arrivé là, j'ai passé 15 heures. C'est à moi qui ai demandé pourquoi. Allons-y. Donc les gens ils connaissent le manuel, mais ils ne veulent pas respecter. Il faut sanctionner d'abord
en application des lois. Je prends un exemple. Dans ce pays, on a interdit des voyages de nuit. Premier point. Et on avait aussi homologué la circulation des gros porteurs, que c'est à partir de 18h. Ça veut dire qu'on a régulé de telle manière que les gros porteurs, ceux qui portent, vont en Centrafrique et dans la sous-région, c'est à partir de 19h qu'ils traversent les grandes agglomérations. Oui. Voilà. Aussi, il a été arrêté que les voyages de nuit sont... C'est pour ça que je parle ici du construit juridique. On peut avoir des lois, on peut même mais si on n'éduque pas le peuple, si on n'éduque pas les gens à assimiler et à intégrer ces lois de manière cognitive, à savoir que ces lois sont bonnes pour sur cet aspect, il ne s'agissait pas fondamentalement des lois, que c'est un ministre qui a décidé que vraiment, comme il y a... Mais pourquoi ça n'a pas été inscrit dans mais pourquoi ces décisions subissent l'influence des hommes d'affaires? Justement, je vais vous dire que, monsieur le ministre, là, je vais vous dire que, si on avait donc pris au sérieux les arrêtés des ministres, les établir comme des règles et des lois, comme un construit, et dire aux hommes d'affaires que ce que vous demandez là est impossible parce que ça va affecter l'économie de manière générale. Ce que nous rentrons là dans ce que j'appelle le construit. C'est-à-dire où toute l'échelle comprend la nécessité de la loi et de l'appliquer. Parce que nous sommes là à un moment où certains maillons de la chaîne n'acceptent pas, n'intègrent pas et ne collaborent pas au niveau de la compréhension de ce construit dont je parle. D'accord. Sur cette question-là, on a vu le ministre à l'époque, Robin Kili, qui était au transport, annoncer même le retrait, la mise en place des permis à points. On vous retire les points et puis définitivement on vous retire. Ça a disparu. L'interdiction de la circulation des gros porteurs. À Douala, c'est le GCAM à l'époque qui s'était opposé. Pour dire que comment on fera pour livrer les marchandises dans la ville de Douala s'il ne faut pas circuler dans la journée, ainsi de suite. On rencontre dans ce genre de difficultés et finalement toutes ces décisions deviennent, comme Papillon le dit, des lois qui deviennent des lois. Oui, le problème réside à... Vous voyez qu'on essaie d'ajouter des sanctions, de trouver des idées chaque jour, mais moi je dis, celles qui sont déjà là, les mesures qui sont déjà là, je vous assure, si nous tombons d'accord qu'il faut les appliquer, beaucoup de choses vont évoluer. C'est-à-dire, on ne va pas déclarer forfait face à la corruption, face à l'irresponsabilité, et au point on voit que les lois qui sont dans les mesures qui sont là, il faut inventer d'autres. Parce que même quand il y aura d'autres mesures, tant que les gens continuent à penser de la même façon, si les mêmes acteurs sont là, s'ils prenaient la langue parce qu'il y avait telle infraction, il y a une nouvelle infraction, ça lui voit ça comme un agent de plus. Celui qui est corrompu, celui qui est chargé de faire des contrôles, qui est chargé de réguler, si on rend les choses encore plus difficiles, on resserre les choses pour les transporteurs, lui voit ça comme une opportunité. Et le transporteur aussi. Vous savez, moi je dis souvent aux gens, on parle de sanctions, il n'y a pas pire sanction que la mort. Il n'y a pas pire sanction que ce qu'on voit là, ceux qui perdent sa jambe et perdent un membre et autres. Moi je dis, quand vous êtes à la maison, vous voyez 5 adultes en train de discuter sur comment est-ce qu'on doit faire pour que vous ne mettiez pas vos vies en danger. Quand même, moi je dis, il faut quand même que les gens soient responsables. C'est difficile, c'est étonnant que nous soyons tout le temps en train de parler, dire les mêmes choses aux mêmes gens sur comment ils doivent faire pour protéger leur vie. Leur propre vie. Leur propre vie. La vie de leurs enfants, la vie de leurs concitoyens. C'est quand même terrible. Quand on doit apprendre de bonnes pratiques, chacun vous voit comment ceux qui font ce que vous êtes en train de faire meurent. Et quand ils meurent, on discute, on crée de nouvelles lois. Mais vous ne changez pas, vous continuez. Pourquoi ne pas se priver de prendre de l'alcool quand on va prendre le volant? Vous allez loin sur les... Il y a des gens qui ne savent pas encore qu'ils peuvent se retenir de consommer de l'alcool. Ils disent que c'est quand ils ont vu un peu là que... Et ça c'est une histoire, oui. C'est comme ceux qui vous disent que c'est quand ils... Certains pensent que c'est quand ils ont consommé l'alcool. Vous avez des passagers qui disent que oui, on est habitué, lui il est comme ça. Il est comme ça. Mais c'est pas sérieux. C'est des histoires. Les gens pensent qu'ils sont plus éloignés quand ils ont consommé de l'alcool, mais ils se trompent. La plupart du temps, on est ridicule. Non seulement à dire des choses parce qu'on croit que les gens apprécient, mais vous dites n'importe quoi. Non, personne ne fait. Sont disparus aussi. Personne ne perd que les alcools. Comme ça dit quelque chose.
moi je suis pour qu'on applique, qu'on ajoute des alcotestes, qu'on ajoute des radars à route et autres. Mais je vous assure, le peu de mesures qui là suffit si les hommes les appliquent. Parce qu'à la fin du radar, il faut quelqu'un qui va sanctionner. Il faut quelqu'un qui va dire à quelle vitesse, qui va lire le radar, évaluer et faire un PV. À la fin, il va pas banaliser le radar au Cameroun. On dit que le photographe. Parce qu'à la fin, on tombe sur le plus cher, c'est 25 000. Pour les usagers de la route, tu es pris à l'infraction. Et quand vous avez beaucoup de 25 000 dans vos poches, vous payez un 25 000, vous continuez. Vous payez. Parfois, même vous payez moins. C'est un problème. Voilà. C'est-à-dire, moi, je demande une prise de conscience. Parce qu'on a déjà parlé du régulateur tout à l'heure, qui nous a assez écouté. Mais je dis, il faut une prise de conscience. Que les gens, quand même, nous privent de certaines choses. Que les accidents soient vraiment les accidents. C'est-à-dire un accident parce que on ne pouvait pas faire autrement. C'est-à-dire on ne pouvait pas éviter les enjeux. Un appareil, même après les visites techniques, peut bien lâcher, ça peut arriver. Même un appareil sorti d'usine peut lâcher, que ce soit un accident. Que ce soit un accident parce qu'une roue a éclaté, peut-être qu'il y a eu, ça peut arriver. Une bête est sortie de la forêt, en voulant esquiver, un enfant va traverser la route, quelqu'un en voulant esquiver la fête. Que ce soit vraiment des accidents. Mais là, ce n'est plus des accidents, c'est des crimes. Si dans une agence de voyage, vous traitez les chauffeurs d'une certaine façon, vous êtes criminel. Si vous consommez de l'alcool, alors vous ne vous reposez pas assez parce que vous voulez faire plus de dons, vous êtes criminel. Et même plus que criminel, il y a des criminels irresponsables. Donc, plus de conscience à nous tous, les usagers, les conducteurs et beaucoup plus, nous avons un État qui n'est pas irresponsable. Nous avons un État responsable, c'est parce qu'il a fait confiance qu'ils interpellent. Beaucoup plus. Là, c'est déjà difficile. Beaucoup plus de régulation. Vous avez noté beaucoup de tas. Oui, j'ai vu ce temps, mais je ne peux pas demander à quelqu'un de changer si je ne fais pas confiance à lui. C'est parce que je sais qu'ils sont capables de faire. On a déjà vu l'État. Vous savez, il y avait beaucoup de cas, comme dit aussi, je ne vais pas encore comme ça, parce que c'est un exemple, c'est pour permettre la police. Il y avait beaucoup de dérives dans la police. On a parlé, le patron de la police, comme on l'appelle, le père de la police est arrivé. On a vu beaucoup de travail. Aujourd'hui, ça va bien mieux. Alors, si on demande un assainissement dans la chaîne de transport du permis de conduire au contrôle des conducteurs, parce que je sais que c'est possible. Peut-être avec les mêmes acteurs ou pas, mais je sais que la régulation est possible, si on le veut. D'accord. La route ne tue pas à chanter un artiste, mais être convaincu qu'il y a une grosse part de responsabilité sur nos routes. On ne parle pas seulement de celles qui ne sont pas aménagées, mauvais goudron. Si vous allez du côté de l'Est, il faut savoir surfer. Même là où on a remblé, ça crée encore des petites montagnes. Quand vous arrivez, c'est toujours un problème. La visibilité est nulle. Le cantonnage n'est pas fait. Vous avez quelques panneaux qui se retrouvent dans la broussaille. Il faut deviner. Ouais, la tête du panneau, c'est derrière ces panneaux-là que se trouve le radar. Le radar est caché. Parce que ça veut dire que tu ne vois même pas la ligne. On fonctionne avec les guet-apens. Piège en route, au lieu de vous sensibiliser à mieux vous comporter en route. C'est ça que on a un ensemble de problèmes sur la route qu'il est difficile finalement de prendre un côté et de laisser l'autre. Jean-Jacques Zé, le problème il est un peu plus profond. Et ce que je vais dire là va permettre de répondre à la question. Vous savez, nous sommes dans une société où on privilégie la voie à l'aide. C'est ça. C'est la raison pour laquelle la vie humaine est banalisée. La voie à l'aide. Le gain. C'est la raison pour laquelle la vie humaine est banalisée. Et quand je parle de la voie, nous sommes arrivés dans un contexte où même s'il faut, je vais parler comme au quartier, traverser les corps des personnes parce qu'on a des liasses de billets à prendre, on le fait. Nous parlions tout à l'heure des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour assainir le milieu des transports en prenant certaines initiatives de limiter, c'est-à-dire la circulation des gros porteurs dans la journée. Et vous avez évoqué le GICAM qui s'est plaint. Écoutez, M. Jean-Jacques Zé, dans une société qui se respecte, on n'a pas à badiner sur la vie humaine. Ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. Voilà. On n'a pas à badiner sur la vie humaine. Si on décide de limiter ou alors d'interdire la circulation des gros porteurs dans la journée, tout le monde devrait s'abstenir à ce que cela se fasse. Quitte à ce que les marchandises soient livrées dans la nuit, M. Jean-Jacques Zé, parce que ce sont les vies humaines qui sont en danger. Et maintenant, je reviens à votre question. Nous parlons de la route. La route ne tue pas, on l'a dit. Mais disons également que la route devait nous parler.
Parce que lorsqu'on parle des panneaux de signalisation, etc., on se rend compte que dans nos routes, regardez par exemple la route de l'Est que moi j'emprunte toutes les semaines. Vous allez vous rendre compte que la route est non seulement, c'est-à-dire le périmètre qui a été défini par le constructeur de la route est devenue tellement étroite que, c'est-à-dire la broussaille a envahi la route. Il n'y a pas de cantonnage. Mais on se demande qu'est-ce que font les pouvoirs publics pour que cette route-là soit aménagée et que notamment les collectivités territoriales décentralisées, parce qu'il y a un transfert de ce côté-là. Mais les collectivités territoriales décentralisées n'ont pas assez de ressources pour... Mais qu'est-ce que le maire d'Ayos fait? Il vole? Non, le territoire est cantonné. Je suis aménagé, pas seulement dans c'est là où il pense, mais c'est aménagé. Je suis d'accord avec des communes qui a 20 villages. Comment est-ce que vous faites pour que vous avez 20 villages quoi? Allons-y. Vous savez que toutes les communes n'ont pas les mêmes ressources. Est-ce que le ministère des Travaux publics ne fait pas le transfert des ressources en matière de cantonnage? Non, ça je ne porte pas la voix du ministère des Transports, des Travaux publics ici. Mais ce qu'il faut remarquer et ce qu'il faut dire au Camerounais, c'est que toutes les collectivités territoriales décentralisées n'ont pas les mêmes ressources. Le maire d'Ayos, que je félicite, peut faire ce travail-là alors qu'un autre maire ou alors une autre collectivité territoriale décentralisée n'a pas assez de moyens pour pouvoir faire ce travail-là. Est-ce que le cantonnage c'est cher que ça? Non, vous organisez le maire n'a pas que à faire le cantonnage, monsieur Jean-Jacques. Dans un pouvoir, le maire n'a pas qu'à faire le cantonnage. La propriété de sa circonscription. Est-ce que c'est aussi lui qui regarde alors les plaques pour faire parler la route pour aller dans le sens? Moi j'avais seulement pris le premier plan. On dit la route devrait nous parler. Mais que font les pouvoirs publics pour que cette route-là nous parle? Où sont passées les plaques de signalisation? Moi je prends à tout moment. Moi je prends à tout moment la route Yaoundé-Bachenga. Non, restons à la route de l'Est pour aider un peu nous. Non, vous allez comprendre pourquoi je le dis. Parce que, en fait, là où le radar est positionné, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucune plaque de signalisation. Et lorsqu'on vous a flashé, on vous dit, monsieur, vous rouliez à quelle vitesse? Mais où est-ce que j'ai rencontré la plaque de signalisation pour me dire que je devais rouler à quelle vitesse? Il y a une plaque. Parce que généralement, je cherche les 50... la limitation à 50, il y a une section qui commence, après il n'y a pas une fin de section. Après il n'y a pas une fin de section, exactement. Déjà aller un peu Donc, en fait, nous devons être responsables de manière collective. Les pouvoirs publics, mais aussi les citoyens. Je crois que le docteur vous a parlé tout à l'heure du conseil juridique, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas compris véritablement ce qu'il voulait dire. Non, le conseil juridique est différent du civisme. Voilà. Le civisme, c'est ce qu'on nous apprend à l'école primaire, etc. Mais le conseil juridique devait se faire par les pouvoirs publics et même les acteurs de la justice. Voilà. Parce que lorsque je viens, et c'est pas moi, dans un tribunal, et que vous me condamnez, mais vous m'avez appris quand que je ne dois pas, l'article tel me permet de me condamner. Lorsque j'arrive, est censé non, monsieur, c'est censé de le dire. universel. Non, le principe universel. Je vous dis, en Chine, c'est un pays développé. Et ceux qui le disent dans les pays développés prennent la peine d'inculquer la loi. Non, écoutez, je parle de... S'il vous plaît, vous défendez votre chapelle parce que vous savez que... Non, parce que vous savez, c'est vous avez coupé, mon frère. Continue. Par rapport aux infractions routières. Non, ça ne c'est des sanctions purement éducatives. Non. Parce que c'est essentiellement des peines d'amende. Non, vous êtes c'est quand c'est dans la langue. C'est que dans la langue.
Il faut arrêter ça. C'est des choses où l'État est là pour voter des lois et appliquer des lois parce qu'on doit payer ici. C'est un État punitif et non un État constructif d'un construit juridique. C'est ça que je parle. Merci. Le rôle de l'État ne devrait pas se résumer à la répression. Voilà. Le rôle de l'État devrait également se résumer à la conscientisation et même à l'éducation. Des lois. Et même à l'éducation. Et quand on parle d'éducation, de répression, mais bon. et quand on parle d'éducation, La gendarmerie fait des campagnes de sensibilisation ici, non? C'est vrai que depuis un temps, Ça doit être structurel, ça doit être institutionnel, ça doit être constitutionnel. Non, pas de répression. Vous juridique, ça doit être structurel, va pouvoir chuter. je vois que cette affaire de conseil juridique crée beaucoup de salive sur ce plateau. Je voulais quand même dire que il faut que les uns et les autres prennent conscience du fait que un État ne se construit qu'avec ses populations. Et ce sont les populations qui devraient être au centre de la construction d'un État. Quand je le dis, qu'est-ce que je veux par là signifier? Lorsque on a, par exemple, dans une société, et on se rend compte que, et là j'indexe les propriétaires d'agences de voyage, et on se rend compte que, en fait, les personnes qui devraient nécessairement nous conduire ne remplissent pas les conditions requises. Je crois qu'on devrait s'arrêter à un certain moment pour se demander ce qu'il faut faire. Et je crois que la formation devrait être permanente. Il ne suffit pas de dire, lorsqu'on a obtenu un permis de conduire, ce permis de conduire-là, je crois qu'en tout état de cause, on devrait se recycler à tout moment. Mais ce qu'on voit dans les agences de transport, c'est que lorsque vous avez un permis de conduire, il y a même certains qui disent non, c'est le plus vieux chauffeur. Mais à quand est-ce qu'on pense au recyclage de nos chauffeurs? Et là, je pense que l'État devrait également se pencher à ce que cela se fasse. Parce que lorsque vous laissez... il y a des initiatives spontanées comme ça. Je crois que Général avait organisé, à la suite de plusieurs accidents, des sessions de formation. Oui, Général avait organisé parce que cette société-là, beaucoup de personnes se plaignaient déjà de l'état des bus et même des accidents qui en découlaient. Donc, je pense que chaque entreprise devrait le faire et l'entreprise ne le fera pas si l'État ne veille pas à ce que cela se fasse. D'accord. Donc, la responsabilité première revient à l'État et également les entreprises de transport devraient veiller à ce que leur travail soit de bonne qualité et que les personnes qui transportent ne viennent pas par souci et que ces personnes-là viennent par conviction. Parce que nous avons une entreprise, nous avons cité par exemple Buka Voyage. Lorsque moi je prends la route de Douala, ça ne se négocie pas. Moi je prends toujours Buka Voyage parce que je sais que c'est une entreprise citoyenne. Et lorsque vous avez une plainte à formuler, qui est restée là, et lorsque vous avez une plainte à formuler, vous êtes écouté. Vous êtes écouté. Donc je crois que toutes les entreprises devraient se mettre à cette école-là. Et je crois que si cela est fait, nous allons réduire la proportion, nous allons réduire les accidents de circulation à la proportion la plus congrue. Parce que nous ne pouvons pas les éradiquer. Ça, je l'ai dit, ça ne sera pas. Alors, on va toujours rester dans cette question, notamment de comment on circule. Le conseil juridique va être convoqué encore. Dans d'autres pays, vous avez des gens qui utilisent des phares qui ne sont pas autorisés. Ils vous éblouissent totalement. Vous avez un véhicule qui circule, il y a 8 phares en haut, il y a 12 en bas, et ainsi de suite. Je connais un commandant du peloton routier à une époque en Konsamba qui avait pris sur lui de dévisser tous ces phares-là parce que c'est un problème dans la circulation. Il y a des conducteurs qui ne savent pas utiliser le feu de croisement, le plein phare vraiment, il a démarré, lui roule, il va et il s'amuse à voir comment l'autre est embarrassé. Les voitures qui viennent de Dubaï ont de ces phares difficiles à gérer, mais il n'y a personne qui rappelle que, attention, il y a une réglementation en la matière. On n'utilise pas le phare parce qu'on est parti acheter une règle qu'il faut respecter. Vous convoquez là l'obtention des permis. Qui faut convoquer? C'est le ministère. Oui, il y a le permis de conduire, non, mais il y a des choses que nous installons. Les vitres fumées, des masses lumineuses. Vous voyez un camion venir, vous ne maîtrisez même plus son lavage. Quand vous avez fait normalement l'auto-école, il faut le dire. Moi, je reste dans le construit. Quand vous avez fait l'auto-école et que vous avez pris la peine d'apprendre, de passer l'examen, normalement, vous savez qu'on ne doit pas ajouter.
Mais si les institutions qui délivrent, qui sont censées réguler, éduquer et former, ont galvaudé l'obtention de ce diplôme, eux-mêmes, c'est eux-mêmes qu'ils appellent le diplôme. Et qu'aujourd'hui, on peut être à la maison et recevoir Un coup de fil. par un coup de fil. Comment voulez-vous que, quand j'ai déjà reçu mon permis et que j'ai acheté ma voiture, que je ne place pas le phare que je veux, selon la convenance, et pour filmer et faire beaucoup de bruit dans mon quartier. Et même fumer les vitres. Et même fumer les vitres. Mais tout ceci revient à un seul point, le construit juridique. Quand je parle du construit juridique, c'est l'application, la compréhension, l'éducation des lois. Ce n'est pas punir. Il faut qu'on arrête de penser que les lois servent à punir. Les lois servent à éduquer, D'accord. à former. Non, la loi doit aboutir. Non, la loi, c'est le dernier niveau. Je vous dis justement, docteur, je vous dis le problème, c'est le défaut de sanction. Non, c'est pas le défaut de sanction. Je vous dis que c'est le défaut de sanction. Un État gendarme finit par traumatiser la conscience collective. Non, c'est ce que vous dites. Moi, j'insiste sur attendez, on est passé d'état providence. C'est faute la connaissance de la loi. Je vous dis celui qui a obtenu son permis de conduire par coup de fil ne connaît pas cette loi. Ce n'est pas ça. Non, c'est ce que je dis. C'est le permis. Ça n'a rien à voir avec le permis. Quand vous avez fait la conscience. Écoutez, vous avez mis quelque chose dans votre conscience que vous n'avez pas appris. Très souvent, c'est les personnes. Vous avez mis quelque chose que vous refusez que vous dites que c'est l'éducation des lois. Ces personnes-là ont fait le pour le savoir. C'est difficile. Si vous avez fait le tour école comme moi, si vous avez fait le Jean-Jacques, si vous avez fait le tour école, écoutez, si vous avez fait le tour école comme moi, on vous enseigne à aimer votre vie d'abord. Parce que vous conduisez pour d'abord protéger votre vie. Vous n'allez pas blaguer avec votre vie, avec la vie de ceux que vous transportez. Et si aujourd'hui on obtient le permis par un coup de fil, il y a un manque de construit juridique. Et comme je dis juridique, les lois, la nation est constituée des lois. Et les lois, ça s'éduque. Ça n'est pas fait pour, ce n'est pas fait pour punir. Et c'est ça le problème dans ce pays. On pense que les lois sont votées pour punir. Jean de Dieu, Descartes et autres, il faut dire que oui, même quand on a été à l'auto-école, on n'a pas tout appris. Il ne faut pas arrêter d'apprendre. Parce que vous tapez sur votre moteur de recherche Code Rousseau, vous avez tout étant chez vous. Moi j'ai fait l'auto-école, j'ai même appris plus à travers mon ordinateur, parce qu'il y avait un logiciel que j'avais. Ce qu'on vous apprend à l'auto-école. D'accord. Allez, on va ouvrir la ligne sur 5 minutes, comme on a l'habitude de le faire, pour écouter également les téléspectateurs sur cette question des accidents de la circulation. Votre point de vue compte maintenant. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bienvenue, monsieur. Je voudrais répondre au thème de ce soir-là. On a dit, accident de la circulation, qui faut-il sanctionner? Voilà, répondez donc. Bon, moi, l'accident de la circulation, qui faut-il sanctionner? D'abord, la sanction par rapport à quoi? Pourquoi parler de sanction? Quelles sont les conditions? Est-ce qu'on peut parler de route au Cameroun? Parce qu'il n'y a pas de route. Pour blâmer quelqu'un, il faut que même une maison, pour que quelqu'un construise sa maison, il faut qu'il ait pris du temps, faire un projet de construction, construire normalement la maison, chercher des techniciens appropriés pour construire sa maison avant d'y habiter. Alors, en ce moment, si toutefois la maison s'écroule, on reprochera le technicien. Peut-être parce que le patron lui aura tout donné pour construire sa maison. Mais maintenant, vous posez la question, quant à la route, l'État fait quoi? Avant de parler de qui blâmer. Blâmer qui? C'est l'État qui doit se blâmer lui-même. Parce que, regardez, je venais de voir tout à l'heure, là, entre Banja et Bafang, mais mon ami, c'est regrettable. Nous avons régressé de près de 60 années en arrière. Parce que c'est ce que j'ai vu à Bafang, même Yaoundé, Douala à l'époque. Avant qu'on ne nous fasse l'autoroute qu'on appelle l'autoroute aujourd'hui, la passe qui est en route, qui n'est pas finie là. Douala Yaoundé. Avant, c'était ça c'est des choses de Douala Yaoundé. Imaginez depuis combien d'années.
Ce genre de choses se passe. Vous blâmez qui? Personne n'est à blâmer. L'État doit se blâmer. Merci pour cette première contribution. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon cher. Je suis Thomas Massok. Allons-y, on t'écoute. Alors Thomas, on a des petits soucis avec ta connexion aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. On a souvent Thomas dans de meilleures conditions. On prend absolument quelqu'un d'autre avant de régler les problèmes de connexion avec Thomas. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bienvenue à l'émission. On vous écoute. Réponse à la question posée. Qui faut-il sanctionner? Bon, monsieur, il faut premièrement dire qu'il faut sanctionner le conducteur parce qu'il y a l'ignorance en formation de conduite automobile au Cameroun. Ensuite, il faut voir que déjà la limitation de vitesse doit être à 90 km/h sur toutes nos axes routiers. 90. Jusque-là, c'est pas petit. Parce qu'on est sur une route non séparée par le terre-plein central. Oui. Quand la route n'est pas séparée par un terre-plein central, la vitesse est limitée à 90 km/h. D'accord. Mais nous voyons sur les axes, on met 110 km/h. Déjà, ça veut dire qu'on ne respecte pas le code de la route. Sinon, uniquement sur l'autoroute qu'on peut avoir une limitation de 130 km/h. D'accord. Donc vous voyez que les axes ne sont pas la route où toutes les routes du Cameroun ne respectent pas la réglementation. D'accord. Merci, monsieur, pour ces deux points importants. L'apôtre Ramsès est là, bonsoir. Bonsoir, Jean-Jacques. Bienvenue au programme. Oui, je voudrais intervenir par rapport à la thématique accident de la circulation. Qui faut-il sanctionner? Oui, allons-y. Oui, je pense que il nous faut d'abord vérifier un certain nombre de choses. Je voudrais prendre par exemple le cas présent, le cas dont nous parlons sur la route de l'Ouest. Allô? Oui, on t'écoute. Allons-y. Allô? On t'écoute très bien, Ramsès. Le cas de la route de l'Ouest. Oui. Allons-y. Oui. Déjà, on signale que cette agence n'avait pas de siège. Il faut vérifier si cette agence n'avait pas de siège et comment cette agence a eu des documents sans siège. Oui. Il faut sanctionner celui qui a délivré les documents à cette agence qui n'a pas de siège. Parce que c'est une chaîne. C'est une chaîne qui tue les gens sur nos routes. Alors, il faut voir ce véhicule est parti de quel endroit avant de chuter, avant de faire l'accident. Qui était au contrôle sur ce tronçon? Est-ce que les policiers et les gendarmes qui faisaient le contrôle ont vérifié la soute de ce véhicule? Parce qu'il y a quand même des vivants, des survivants dans ce cas qui peuvent renseigner. Si on les a interpellés à un contrôle ou à deux contrôles, à quel endroit? Est-ce qu'il y a eu vérification au niveau des soutes? S'il y a eu vérification et qu'on a laissé passer, ou bien si les gendarmes ou les policiers n'ont pas fait leur travail, il faut les sanctionner. D'accord. Maintenant, il faut questionner le chef d'agence. Est-ce qu'il savait que son agence n'avait pas de siège? S'il le savait, il faut le poursuivre pour complicité d'assassinat. D'accord. D'accord. Il faut punir la chaîne, il faut sanctionner la chaîne. Et toute le problème avec le ministère des Transports, c'est qu'il est toujours en train de suspendre comment on appelle, le document. Il est en train de suspendre le document, on suspend, on rejette. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la mafia sur la route, c'est toute une chaîne. D'accord. Merci, Ramsès. Merci. On prend quelqu'un d'autre. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, allons-y très rapidement. Oui, c'est pour l'émission qui est en train de passer. Alors, monsieur, on a des problèmes pour parler un peu plus fort?
J'ai dit une proposition pour l'accident de la route là. Alors ça ne va pas être possible avec la qualité de la réception. Essayons de prendre quelqu'un d'autre. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes déjà en ligne. Bonsoir. Allez, ça se chevauche. Et puis, restez attentifs quand vous appelez au téléphone. C'est par le téléphone que vous entendrez notre voix. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Allons-y, on vous écoute. Vous êtes déjà en direct. Oui, quel est votre point de vue? Je ne sais pas si vous l'entendez. Nous, c'est un peu difficile. Massop Thomas, dans de meilleures conditions, essayons. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Est-ce que ça... Allons-y. Ce que je voudrais dire est que il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro. J'ai entendu des infrastructures routières, mais je voudrais dire ceci. Si nous étions vigilants de notre environnement infrastructurel, mais je voudrais dire le territoire des véhicules venant des différents continents, qui sont aussi l'une des causes des accidents macabres comme le week-end dernier. On peut toutefois dire que la prévention routière, ce qui s'est passé samedi et dans la journée de jeudi à vendredi, et même fait que si la prévention routière faisait son travail, nous n'en sommes pas à vivre cette hécatombe comme le week-end dernier. Je pense que les responsabilités qui sont partagées à tout un chacun d'être vigilant et vraiment patriote et intègre de sa profession. Merci beaucoup. Il est toujours très bref, Massop Thomas, dans ses interventions. On va prendre une ou deux personnes encore. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Jean. Oui, on vous écoute. Monsieur Jean, qui sanctionne l'État, c'est l'État. L'État. L'agence, ça, le transport existe comment? Généralement, ce sont les opérateurs. Ils prennent l'argent en route. Ils prennent l'argent en route. Alors, on a le même souci avec vous et la qualité de la réception. Je pense que c'est la saturation un peu de la ligne qui nous cause tous ces désagréments. Ça c'est un peu compliqué. Alors, bonsoir Gigi. Merci. Et bonsoir à tes invités également. Merci pour ce que tu nous proposes encore ce soir en ce qui concerne les accidents. Les responsabilités sont partagées, mais dans le cas d'espèce, la route n'a aucun problème ici. Si un camion stationné sur une autoroute sans signalisation, à coup sûr, il y aura un accident. Ce qu'il faut d'abord sanctionner sont les promoteurs de ces agences. Comment comprendre un seul chauffeur de bus fasse une longue ligne comme Berthois-Douala seul et doit retourner le lendemain? Cette situation, cette surutilisation ne laisse pas le temps aux chauffeurs de se reposer. La deuxième institution qu'il faut sanctionner, ce sont les responsables du ministère des Transports. Ils doivent régulièrement procéder aux patrouilles pour libérer la voie en cas d'obstruction. Et là, c'est le ministère des Transports, c'est également la gendarmerie nationale qui doit avoir des équipements appropriés pour débarrasser. Vous avez eu l'accident sur la route de l'Est qui a fini par un incendie et ainsi de suite. Le véhicule a mis des jours garé là. Les forces de maintien de l'ordre ne nous aident pas aussi. J'ai assisté à une histoire dans un poste de police où un monsieur était tombé en panne. Les policiers à ce niveau n'ont rien fait pour l'aider à dégager la voie et la circulation était perturbée. Dieu merci, un monsieur est passé par là et salué le monsieur en panne en l'appelant mon commissaire, ce qui a fait trembler les policiers qui ont poussé le pick-up chargé jusqu'au garage. 30 minutes après, le monsieur, la moto a été interpellé. C'était par le commissaire de police dans l'affaire. Merci Bill Christian depuis Berthois pour cette anecdote très intéressante d'ailleurs. Il y a un écart entre les règles de conduite
et l'application de ces règles sur la route. Et pour les accidents, quelles qu'en soient les circonstances, c'est le conducteur le responsable car c'est le seul qui donne les ordres et la voiture exécute et la route réagit. Le gouvernement étant régulateur doit implémenter des réformes dans le développement des compétences et non promouvoir des règles de conduite. La gestion des flottes doit être standardisée pour renforcer des mesures de conformité à la sécurité routière. C'est Osa Longfort, expert en logistique et transport. Merci pour cette contribution. Bonsoir Jean-Jacques. Et à ton panel, il faut pointer quelqu'un du doigt, je dirais que l'État, premièrement, dû à l'état des routes qu'on dispose au Cameroun, dont on dispose au Cameroun, une route qui relie deux métropoles comme Yaoundé et Bafoussam est déplorable. Et deuxièmement, aux agences de transport qui mettent un peu de pression aux chauffeurs sur le nombre de voyages qui déterminent leur prime et à la fin au conducteur qui est responsable du véhicule, ce qui pour d'autres chauffeurs continue toujours de rouler même en sentant la fatigue. Bonne suite d'émission à vous Hippolyte depuis Batouri. Les contributions sont nombreuses mais on revient à vous. Vous avez des chauffeurs qui vous disent qu'ils ont même signalé des pannes à l'agence. On les y fait d'abord le dernier tour. On va voir ça après. Les pneus sont effilochés. On voit bien les fers qui se voient. Il y a beaucoup de choses à faire si on veut réussir ce qu'a prévu la décennie de lutte contre les accidents de la circulation avec Bissimi Kim qu'on salue d'ailleurs. Il faut une implication permanente. Les campagnes périodiques peuvent-elles aider à régler le problème? Jean-Jacques, avant de répondre à votre question, je vais corroborer ce qu'a dit un téléspectateur tout à l'heure avec le traitement qui est dû aux chauffeurs. Nous parlons de la route de l'Est puisque vous avez voulu qu'on parle de la route de l'Est. C'est pas là-bas que l'accident dont nous parlons. Il y a eu avant cela. Alors, j'évoque la route de l'Est pour vous faire comprendre un fait. Vous allez vous rendre compte que sur la route de l'Est, c'est-à-dire la route qui va au Grand Nord, il y a une agence qui circule de ce côté-là, et même du côté de Douala, et vous allez vous rendre compte que rarement cette agence de voyage-là est impliquée dans les accidents de circulation. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart des conducteurs de cette agence-là, ce sont des musulmans. C'est quelle agence? Touristique, pour ne pas faire la publicité. Et vous allez vous rendre compte du fonctionnement de cette agence, c'est-à-dire un chauffeur part de Yaoundé, il s'arrête peut-être à Bomban, un autre prend le volant pour continuer la route, et je crois peut-être 3 chauffeurs font l'itinéraire jusqu'au Grand Nord. Et avant même de céder la place à l'autre, il y a des moments où on s'arrête, soit pour faire la prière ou alors pour se reposer. Donc vous voyez que c'est vrai qu'on est là dans la recherche du gain, mais il y a aussi, c'est-à-dire les vies humaines qui sont respectées. Il y a aussi les conditions même de travail qui sont valorisées par l'agence en question. C'est la raison pour laquelle nous avons peu d'accidents concernant cette agence de voyage-là. Maintenant, pour revenir à votre question, je crois qu'il faut que les uns et les autres prennent conscience du phénomène des accidents sur nos routes. Et la question doit être évoquée par plusieurs acteurs. Les réponses aussi devraient être prises par plusieurs acteurs. On va arrêter là pour le top 1 de cette série consacrée aux accidents de la circulation. On espère que vous serez là au deuxième ou au troisième tome pour examiner profondément toute la question, à trouver un peu de temps. Revenez parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour lutter efficacement contre les accidents de la circulation. On va partir pour ne pas causer un accident de la circulation avec le journal en anglais qui passe à 19h. C'est un plaisir de savoir que vous restez fidèles au programme d'Info TV. Très bonne soirée à tous.